on sait que les plafonds de verre, si on reste là-dessus, on les atteindra assez rapidement. Et on sait que la seule façon d'exploser les plafonds de verre, ça passera par la brain, justement, par le côté de construire un discours, construire une marque, avoir une vraie notoriété, générer ce bouche à oreille, ce referral et tout. Et pour moi, c'est ça les défis. Bonjour Hervé, bonjour Maxime. Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter brièvement, mais on est sur un nouveau format du coup, talk parenthèse, donc un format un petit peu plus long dans lequel on va pouvoir échanger et aller un petit peu dans le détail de ce que vous faites et de ce que Penny Lane fait du coup. Donc peut-être pour commencer, je vous laisse vous présenter si on a un de vous deux qui veut démarrer. Yes, plaisir partagé, merci pour l'invitation. Bonjour, moi c'est Hervé Gaborio, donc j'ai 27 ans. Ça va faire 1 an et demi que je suis chez Penny Lane, au sein de l'équipe marketing. Je bosse en particulier sur tous les sujets d'acquisition. Donc mon objectif en gros c'est de maximiser le nombre de clients et le revenu qui arrivent chez Penny Lane. Moi c'est Maxime, je suis donc le CMO de Penny Lane. J'ai 35 ans, ça fait une petite quinzaine d'années que je suis dans l'univers des scale-up sur des sujets tech B2B, SaaS. Et donc arrivé chez Penny Lane depuis 2 ans, c'est-à-dire au moment où la boîte avait à peine 1 an, où on était une soixantaine, et aujourd'hui Penny Lane c'est 350 personnes. Et c'est une entreprise qui s'attaque à un sujet pas forcément sexy de prime abord, qui est l'univers de la compta et de la gestion des entreprises. Vous êtes allé hyper vite dans votre développement. Au final, ça fait 2 ans, c'est ça? Enfin, ça fait 3 ans à peu près, ouais. Alors, on a été vite par nécessité produit. C'est-à-dire que quand on s'attaque à un sujet aussi complexe que celui de la comptabilité et celui de la gestion financière pour les TPE-PME, le sujet, c'est le produit. Et il faut rapidement avoir un niveau fonctionnel qui soit le plus élevé possible. Donc, il faut déjà rattraper les standards et puis après aller un petit peu au-delà. Et pour cela, ça veut dire avoir des équipes, en fait, produits, tech, data, qui fassent du boulot efficace et rapide. Et donc, nous, on a très rapidement énormément investi, en fait, là-dessus. 350 personnes, plus de 150 personnes au sein de notre effectif, ce sont des gens donc qui sont tech, produit, data. La stratégie qu'on a eue pour aller justement chercher rapidement tous ces gens-là, c'est qu'on va les chercher en full remote partout en Europe. Donc c'est à peu près 25 pays qui sont représentés. Ça va du Liban à la Norvège, en passant par l'Irlande, Maroc, voilà. Ce qui fait une culture de boîte qui est assez sympa et ce qui fait surtout une équipe qui est capable de délivrer très rapidement sur des sujets très complexes. C'est plus de 40% de l'effectif, du coup, sur la partie... sur la partie, on va dire, tech, produit, data. Okay. Et donc avec vraiment cette répartition où Penny Lane n'est qu'un produit, mais s'attaque à 2 cibles différentes. D'un côté, des cabinets d'expertise comptable. Et pour ces gens-là, on est leur outil métier, leur outil de production comptable. C'est-à-dire que dans un cabinet, tu as des gens qui arrivent le matin et qui vont ouvrir leur ordi et c'est Penny Lane qu'il y a dessus jusqu'à la fin de leur journée et ça, 5 jours sur 7. Voilà, non, justement, côté cabinet d'expertise comptable, donc vraiment l'intérêt d'avoir un produit qui est haut niveau et qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Et puis de l'autre côté, on a des gens comme toi qui sont dirigeants d'entreprise ou qui font partie de l'équipe finance d'entreprise, qui eux vont avoir une utilisation plus de gestion financière, de collaboration avec leur cabinet comptable, mais ce qui veut dire qu'on s'attaque en fait à 2 sujets. Et donc ça a évidemment un impact fort d'un point de vue tech et nous aussi sur notre stratégie d'acquisition. On va en reparler, je vais juste laisser du coup Raphaël à ma droite se présenter également. Merci d'être là, ça fait plaisir de vous avoir. Donc moi c'est Raphaël, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis chez Junto. Du coup je suis rentré chez Junto avec un mandat de directeur des opérations, donc l'idée c'était de structurer au fur et à mesure les différentes business units de Junto. Ça a commencé évidemment par le paid media, puis du coup la créa, le SEO, la data, etc. Aujourd'hui depuis juillet, maintenant un peu plus quasiment 1 an. Du coup, j'ai pris la direction générale de Junto, donc ça me permet d'avoir une vision, on va dire, beaucoup plus 360 sur l'ensemble de la société. Donc voilà, avec un bagage important sur le paid media avant d'arriver chez Junto, puisque j'ai fait connaissance d'Étienne au travers d'un programme d'accompagnement chez Google, où j'ai pu l'accompagner sur ses tout premiers comptes au sein de chez Junto. Donc voilà, je suis arrivé avec mes bagages bien remplis côté Google Ads notamment, et ça m'a permis aussi d'ouvrir d'autres leviers au sein de chez Junto. Voilà de mon côté. Merci Raph. On a parlé technique très vite, très tôt avec Raph. Moi, peut-être que vous voulez revenir un petit peu sur vos histoires personnelles avant de rentrer dans le détail plus sur Penny Lane et ce que vous faites en termes de stratégie. Est-ce que vous avez toujours été dans le marketing? Au final, comment vous êtes
arriver sur ces métiers-là, parce que finalement c'est vrai qu'il y a quelques années on se rend plus très bien compte, mais moi par exemple ce que j'ai pu apprendre en sortie d'école en 2012, c'était pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le market, et donc j'ai l'impression qu'il y a énormément de parcours qui ont été un petit peu faits sur le tas. Est-ce que c'est le cas pour vous? Comment vous êtes arrivé sur ces fonctions de growth et de direction marketing? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on est sur des métiers qui évoluent très très vite, sur des techniques qui évoluent très très vite, et du coup on doit constamment apprendre, constamment évoluer sur notre manière de faire les choses. Moi personnellement, j'ai eu plusieurs expériences toujours liées au marketing, aussi un petit peu en sales. En gros, toujours dans des entreprises plutôt liées à la tech, liées au digital, liées en forte croissance. Et donc notamment avant Penny Lane, moi aussi j'étais chez Google. Donc j'ai fait 3 ans chez Google où j'ai notamment accompagné beaucoup de startups sur leur stratégie d'acquisition. Et donc c'est un peu là ce qui m'a mis le pied à l'étrier justement sur comprendre tous les enjeux d'acquisition pour des startups. Et donc suite à ça, je me suis dit que j'allais rejoindre moi-même une équipe marketing d'une startup maintenant scale-up. Tu étais au cœur du réacteur déjà en sortie d'études au final directement quasiment, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est toujours des opportunités, on se retrouve un petit peu là mais je me suis retrouvé dans ce milieu aussi parce que c'était quelque chose qui bougeait très vite et assez passionnant, quoi. Et tu t'attendais au scale des investissements médias qu'il y a dans le digital avant de rejoindre Google et de l'impact, parce que moi je me rappelle avoir cette réalisation sur les premiers sites sur lesquels j'ai pu travailler, d'e-commerce notamment. Je me dis, ouais, il y a vraiment du monde en ligne, enfin il y a vraiment, mais c'était au début des années 2010 quoi, on va dire. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte du potentiel avant ça, quoi. Non, c'est clair. Je pense que c'est quelque chose, on continue d'être toujours surpris par les taux de croissance qu'il y a sur ce milieu-là. Je pense moi j'ai du recul sur à peu près une dizaine d'années où on voit ça évoluer. Et ouais, les taux de croissance sont toujours impressionnants. C'était dur à prédire à l'époque. Ouais. Mais clairement, on voit l'investissement en médias, qui s'est énormément tourné en général sur le marché vers le digital, ouais, et qui continue très très fortement aujourd'hui. Et comment t'as fait cette acclimatation du coup un peu post Google, d'arriver aussi sur d'autres leviers et de rattacher ça à l'escarcelle de ton côté? Il a fallu tout apprendre, tout réapprendre. Donc on apprend vraiment sur le tas. Je pense que chez Penny Lane, on est très ambitieux sur la croissance, sur nos objectifs, et du coup on est aussi ambitieux sur les moyens qu'on va mettre en place. Donc on essaye beaucoup de choses, on teste beaucoup de choses et on apprend en testant, quoi. Donc on découvre ça ensemble et pour atteindre tous nos objectifs. Et toi du coup Maxime, quel a été un petit peu ton parcours? Ouais. Moi, j'ai tout de suite su que je voulais faire de la com rapidement, et au début, je voulais en faire en agence de pub. Moi, j'ai commencé en agence de pub, c'est un peu dans ce secteur-là, et rapidement, j'ai eu la frustration de me dire, je ne fais pas partie en fait de la marque pour laquelle je travaille, et cette volonté très très forte de me dire, je veux rejoindre une boîte pour en fait que ce soit mon quotidien, de faire en sorte que cette boîte développe sa notoriété, une belle stratégie de croissance et tout. Et rapidement, j'ai été happé par l'univers tech, un peu par hasard ou par appétence quand même par ces sujets-là. Et donc ce que je disais, ça fait un petit peu moins de 15 ans et j'ai vraiment vu les choses évoluer de façon super intéressante et en fait très très liées aux usages des entreprises. Dans le sens où moi, quand j'ai commencé à faire du marketing dans de la tech, dans du B2B, c'était l'époque où on se disait, pour développer ton expertise, faut que tu aies du contenu. C'était le contenu avant tout. Il faut que tu aies un blog, il faut que tu en parles en social media. Et en fait, ça marche très très bien jusqu'à ce que tout le monde le fasse. Et je pense que aujourd'hui, le contenu est toujours important. Mais tu vois, moi, les premières personnes que je recrutais dans les équipes market il y a 10 ans, c'était un content manager. Et arrivé après la phase un peu du marketing automation, il faut que faut avoir son HubSpot, faut avoir son HubSpot-like, faut faire des workflows d'email parce que faut nurturer et tout. Ça marche très bien jusqu'à ce que tout le monde le fasse et que on se retrouve tous maintenant à avoir des boîtes mail surchargées de gens qui t'envoient des mails personnalisés. Et on est rentré là, je pense, sur les 5 dernières années sur l'importance de la tech en fait dans les équipes marketing. Quand je suis arrivé chez Penny Lane, les premiers profils qu'on a recrutés dans l'équipe marketing, c'est des techs, c'est des gens qui sont capables de techniquement justement te donner une longueur d'avance. Et je pense que ce sujet-là, pareil, connaîtra certainement peut-être sa saturation le jour où tout le monde commencera à faire la même chose. Donc l'idée, c'est de toujours essayer d'avoir un coup d'avance, c'est ce qu'on essaye de faire chez Penny Lane, d'innover au maximum pour faire ce que d'autres ne font pas, en gardant toujours quand même ce socle et cette colonne vertébrale. On fait du market. Le market, c'est un positionnement. Le market, c'est une connaissance de la cible. C'est un alignement avec les équipes sales, les équipes PS. Et ça, moi, c'est vraiment des fondamentaux que j'essaye à tout prix de garder dans l'équipe. Et on y branche des choses qui vont changer dans le temps, dans la vie de la boîte et dans les marchés qu'on va attaquer, dans la croissance qu'on va avoir.
Je suis totalement aligné avec toi parce que c'est vrai que souvent tu peux perdre les fondamentaux en allant sur du trop technique. Et en même temps, effectivement, il y a des cycles extrêmement rapides. Il y a des sites, par exemple, des boîtes qui ont très bien marché dans les années 2000, qui ont finalement grandi sur un modèle, par exemple, SEO, multi-marque généraliste, et qui ont été challengés par des leaders sur certaines verticales, en fait. Et j'ai l'impression que une fois que tu perds la compétence interne ou que t'es pas assez innovant, tu peux un peu te scléroser ou entre guillemets, ou en tout cas perdre une longueur d'avance que t'avais pu avoir. Et donc c'est important à la fois de garder ce socle plus cette expertise évolutive en fait concrètement du secteur. Ouais. Et vraiment, tu vois, nous on le vit au quotidien chez Penny Lane. En fait, cette balance en fait qui se traduit entre growth et brand, dans le sens où assez souvent, sur les sujets d'acquisition, on peut être tenté d'aller sur des sujets, mais qui peuvent commencer à desservir la marque. Oui. Un exemple tout simple, il y a à peu près 4 millions de TPE-PME en France. Tu en as 75% qui bossent avec un cabinet d'expertise comptable ou qui veulent travailler avec un expert, enfin, qui ont besoin d'un expert comptable. En stratégie d'acquisition, c'est très pertinent de se dire il faut qu'on se place là-dessus. Sauf que nous, on n'est pas un cabinet d'expertise comptable et on ne vend pas une prestation d'accompagnement, on vend un outil. Et il y a cette frustration des fois de se dire, enfin on en parle super souvent avec Hervé, de dire il y a un énorme volume de gens qui cherchent un expert comptable, donc auront aussi besoin d'un outil pour collaborer avec lui. Et en même temps, si on le fait de façon maladroite, on va dégrader notre positionnement. Et donc c'est à chaque fois un peu une balance entre quelle histoire je raconte pour que ma strate de positionnement et de marketing soit cohérente, et en même temps comment j'y raccroche les bonnes branches en acquisition pour être performant. C'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais peut-être revenir sur l'aspect un peu organisationnel justement, parce que de comment vous réalisez, comment vous réussissez finalement à rester bien organisé en interne en termes de structure d'équipe marketing, oui. Mais en répondant justement à ces sujets et à ces challenges de marque et à la fois de performance. Nous on travaille ensemble depuis un moment maintenant, et c'est vrai que nous on a vu, Raphaël notamment, sur nous-mêmes les personnes qu'on recrute, sur comment on s'organise en interne pour justement répondre aux demandes des entreprises. J'aimerais bien vous entendre un peu sur vous, vu de l'intérieur. Comment est-ce que vous réussissez à rester toujours au top en termes de talent, de skills, d'organisation, parce que c'est un vrai challenge, je pense, à la fois pour toutes les sociétés et aussi pour nous en termes de compréhension du marché, de comment on se positionne et quelles ressources on peut fournir à nos clients. Y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais enfin, on a une équipe RH qui va être en charge donc des recrutements, qui est bien staffée, c'est plus d'une dizaine de personnes, voilà, avec vraiment la volonté d'aller chercher rapidement des gens qui sont dans leur zone de confort sur les sujets sur lesquels on va les recruter. Donc déjà, un peu cette notion de seniorité. Alors certes, c'est pas 100% des gens, on est aussi là pour accueillir des juniors et les faire grandir, mais il y a quand même cette volonté de se dire, on est ambitieux, on veut aller rapidement. Donc il va falloir qu'on ait des gens qui soient rapidement compétents, et puis voilà. Donc il y a un peu ce sujet de quand j'ai une fiche de poste, je cherche la personne qui est dans sa zone de confort, et on va essayer d'aller chercher cette personne-là. Et après en fait il y a un truc qui marche vachement bien chez Penny Lane, c'est le plan de carrière qu'on développe, où en fait tu peux grandir chez Penny Lane en étant soit quelqu'un qui va devenir un manager, soit ce qu'on appelle un IC, un contributeur individuel. Et ça, c'est super important, je pense, dans la vie d'une boîte, pour projeter les gens. C'est-à-dire de leur dire, tu peux rester chez nous, avoir un salaire qui va augmenter, avoir une reconnaissance qui sera là, sans forcément devenir manager. Et je trouve que c'est une erreur que font beaucoup de boîtes, des fois, de se dire, d'emmener en fait des personnes sur du management, exactement. Alors que ce ne sont pas du tout des managers. Du coup, cette contribution-là, chez Penny Lane, vous la mettez sur l'expertise, sur la prise de parole, sur de la création, on va dire, de sur projets, l'expertise métier, la capacité à partager son expertise, à l'incarner, et surtout, en fait, sur le dire que sur un organigramme ou sur des groupes de travaux et tout, être manager ou être un IC chez nous, mais c'est la même chose. Enfin, ouais. Tu n'as pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Et ça, je pense que d'un point de vue projection et s'entourer des meilleurs, c'est super important, parce que tu peux avoir des gens des fois qui ont 10 ans d'expérience, qui sont super costauds, mais qui n'ont pas envie de devenir manager, quoi, et qui pourtant veulent voir leur rémunération évoluer, veulent avoir une reconnaissance au sein de la boîte. Qui n'ont pas envie, ou qui peuvent pas aussi parfois, ou qui n'ont pas la fibre, etc. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu vous les faites passer plus sur des project lead. Tout à fait, ouais. Voilà. Et comment vous faites pour, on va dire, est-ce qu'il y a une sorte de collectif qui se crée autour de ces IC, ou ça Alors ouais, on n'a que 3 ans, donc on a encore plein de choses à faire, mais il y a cette volonté effectivement de structurer tout ça, de faire collaborer bien efficacement les gens ensemble. On a plein de choses à faire et encore à optimiser là-dessus. Et l'autre vrai sujet, et nous ça se traduit dans l'équipe marketing, notamment sur notre organisation qui est un petit peu atypique, c'est la notion de focus et la notion en fait de chaque personne a un objectif très concret, et c'est pourquoi est-ce qu'elle travaille.
on a beaucoup d'équipes marketing en fait qui sont souvent structurées en équipes, si je grossis un peu le trait, tu as des équipes grosses et des équipes brand. Les équipes grosses sont des gens ultra orientés perf, ultra orientés objectifs, à qui il est facile de faire une association, tu bosses sur ce sujet-là et tu génères ça. Les équipes brand sont des gens qui vont être beaucoup plus dans l'impalpable, dans le moins concret, qui pourtant contribuent à la réussite de la boîte, mais pour lesquels il est assez difficile de créer le lien justement entre les deux. Et dans une boîte comme Penny Lane, qui est une boîte très produit, très voilà, c'est des polytechniciens qu'il y a derrière et tout, souvent voilà, la reconnaissance de cette équipe-là est un petit peu difficile et de se dire ok, mais concrètement, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont sur les bons sujets? Et donc nous, ce qu'on a fait au sein de l'équipe marketing, qui est une petite équipe, on est 9 dans l'équipe, donc sur 350, c'est pas beaucoup, mais c'est une volonté justement de rester hyper focus. On a scindé l'équipe par cible commerciale. Et en fait, nous, on a une équipe qui adresse ce qu'on appelle le small account, donc les TPE-PME qui font moins de 5 salariés, et une équipe qui adresse le large account, TPE-PME de plus de 5 salariés et cabinet d'expertise comptable. Ce qui fait que comme ça, dans chacune des équipes, des gens qui sont responsables d'une cible et donc responsables d'une target, et ça permet d'avoir un focus beaucoup plus fort. Et cette jointure, du coup, entre la partie brand et grosse, comment elle s'opère au quotidien? Parce que c'est souvent un enjeu dans les boîtes de respecter ces deux aspects-là. Et tu l'évoquais tout à l'heure, le fait parfois d'être poussé à on va dire, à tordre le cou à la marque et au positionnement pour des enjeux grosses. Comment vous faites C'est plutôt, c'est une question d'appétence pour certains sujets, pour moi. Mais en fait, pour moi, la brand doit être au service du growth et le growth ne doit pas dégrader la brand. Donc, je ne veux pas justement avoir une scission, avoir des équipes, une équipe brand, une équipe grosse, mais plutôt des gens qui ont comme objectif d'amener de l'acquisition sur les deux cibles. Et ils vont avoir différentes armes pour le faire et tout ça doit se faire avec la plus grande cohérence. Dans la réalité, c'est quand même que notre équipe small, donc moins de 5 salariés, a une grosse connotation grosse parce que c'est notamment eux, enfin nos budgets paid, acquisition vont surtout là-dessus. Là où sur l'équipe large account, on est plus sur des gens qui vont travailler sur des leviers événementiels, content, et donc ça fait plus appel à des gens qui ont une appétence un peu plus brand. Je vais revenir un petit peu sur le produit finalement, parce que vous avez effectivement une grosse équipe tech et je pense une vision produit assez très fine. Est-ce que vous pouvez nous redire dans les grandes lignes ce que vous faites en termes de différentes catégories de produits que vous proposez aujourd'hui? Ok. Donc en fait, Penny Lane, c'est du SaaS, c'est une plateforme tech qui va répondre à deux besoins. D'un côté, donc les besoins d'un dirigeant d'entreprise ou d'une équipe finance, donc soit sur la gestion financière. On va pouvoir faire 4 choses avec Penny Lane. Gérer ses achats. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas recevoir des factures que tu vas pouvoir traiter depuis Penny Lane, payer directement en ligne, en un clic, à échéance, en groupé, mettre à disposition de tes équipes des moyens de paiement, des cartes physiques, virtuelles, pour gérer vraiment toute la partie achat. Tu vas pouvoir gérer tes ventes, donc tu peux envoyer tes devis, envoyer tes factures, gérer les workflows, automatiser tout ça pour essayer d'avoir le moins d'impayés possible. Tu vas pouvoir, vu que tu as tes ventes et tes achats, et donc tu as tes flux bancaires qui sont en entrée, piloter ta trésorerie. Et donc avoir une vue globale sur la santé financière de ton entreprise et une notion de prévisionnel. Et puis tu vas pouvoir, depuis Penny Lane, collaborer avec ton expert comptable. Puisque, et ça c'est le deuxième volet, Penny Lane est l'outil de production comptable des cabinets comptables. Et donc c'est-à-dire que les cabinets comptables français peuvent tenir la comptabilité de leurs clients depuis l'outil Penny Lane. Et donc la grosse valeur ajoutée, c'est que c'est une seule et même plateforme avec une data commune, ce qui fait que pour le dirigeant d'entreprise, lorsqu'il travaille sur Penny Lane, qu'il regarde ses chiffres, il a une vue fiable et en temps réel de ses données financières, puisque c'est celle qui est validée par son expert comptable. Donc là où historiquement tu dressais ton bilan comptable une fois tous les trimestres, 6 mois ou une fois par an, même pour beaucoup d'entreprises, là en fait tu peux sortir des bilans comptables quand tu veux depuis Penny Lane. Donc il y a vraiment ce côté réassurance et gain de temps. Et pour le cabinet d'expertise comptable, c'est un énorme gain de temps puisque comme tout est fait automatiquement depuis Penny Lane côté dirigeant, sans s'en rendre compte, en fait, le dirigeant travaille pour l'expert comptable. Et donc l'expert comptable se voit en fait bénéficier d'une automatisation des rapprochements entre tout ce qui se passe, et puis également gagner un temps fou sur la récupération des justificatifs, qui est un truc quand même assez pénible de se faire relancer, de tiens, et ton ticket, ta facture, est-ce qu'elle correspond à tel montant là. Donc là, en fait, tout arrive automatiquement, il y a plus besoin de faire ça, et donc le cabinet comptable peut se consacrer vraiment sur la dimension conseil et accompagner son client dans cette partie-là. Parce que dis-moi si je me trompe, mais vous êtes vraiment arrivé comme une fusée sur le marché. Moi, j'étais avec QuickBooks avant. Je pense pas mal de boîtes peuvent aussi en témoigner. Avec QuickBooks en facturation, mais effectivement derrière des cabinets comptables, des envois à la mano de tous les justificatifs. Finalement, pas mal de retard, pas forcément de vision analytique sur ce que je faisais. Quel est
comment est-ce que vous avez vraiment... C'est vraiment cette partie comptable intégrée, automatisée finalement, qui vous a permis de... Ce qui me semblait que à l'époque, QuickBooks le faisait, mais l'a jamais vraiment bien fait sur la France, en fait. Oui. Comment vous avez fait, quoi? Donc, en fait, Penny Lane, c'est une boîte assez atypique, puisque c'est 7 cofondateurs. Voilà. Oui, 7 cofondateurs, dont 5 qui ont une expérience commune d'une boîte qui s'appelait Price Match, qui a été revendue à Booking.com. Donc, une expérience de l'entrepreneuriat très forte. Ils sont venus s'associer justement à des gens du milieu de l'expertise comptable ou du milieu de l'entreprise, donc des entrepreneurs pour la plupart d'entre eux, qui avaient une vraie soif de se lancer un nouveau défi après Price Match, et notamment un défi sur lequel la technologie devait être l'élément différenciateur. Et donc, ils ont mené toute une étude avant de lancer Penny Lane auprès d'entrepreneurs pour essayer de savoir quels étaient les sujets, vraiment, qui étaient les sujets pénibles pour les entrepreneurs, sur lesquels techniquement ils étaient bloqués. Et de façon quasi unanime, le sujet de la comptabilité est revenu. Ce serait intéressant d'avoir été ton point de vue, mais de se dire j'y passe un temps fou, j'ai jamais l'impression d'avoir les bonnes données, j'ai un cabinet d'expertise comptable à côté, mais j'ai du mal à collaborer avec lui. Je trouve que la valeur ajoutée est pas assez forte. Et donc ils se sont dit ok, si on veut s'attaquer à un bon gros sujet qui nécessite une belle avancée technologique, ça va être la comptabilité. Et pour pouvoir attaquer ce sujet-là, en fait, il était nécessaire de réussir en fait à faire travailler et collaborer dirigeants et experts comptables de la même manière. Un QuickBooks a essayé de le faire par exemple, sauf que QuickBooks est avec un produit américain sur un marché français, où en fait la comptabilité française est quand même extrêmement spécifique et chaque comptabilité de chaque pays est quand même assez spécifique. Et donc nous, la décision qui a été prise à l'époque de la création de Penny Lane, c'est de se dire si on veut y arriver, il faut construire un outil de production comptable avec une feuille blanche. Il faut repartir de zéro pour construire un outil qui a une base commune entre dirigeants et experts comptables et qui va surtout être beaucoup plus tourné vers l'innovation. C'est-à-dire que Penny Lane, c'est un outil qui est super connecté à un écosystème d'intégration et très très ouvert, là où la plupart des outils historiques, des outils comme Cegid, comme Sage, voilà, qui viennent du software avant d'arriver sur les sujets SaaS, sont des trucs super fermés et tu peux pas vraiment scaler là-dessus, quoi. D'ailleurs, vous communiquez assez régulièrement sur des updates produits, même sur LinkedIn. Tiens, on a sorti ça, on a vu qu'il y avait ça, donc vous êtes vachement sur ce cycle d'innovation. C'est notre positionnement, c'est de se montrer ultra connecté et très véloce sur le développement. Donc en fait, le défi fonctionnel, ça a été celui de construire à la fois un outil de production comptable qui soit au standard du marché pour que des cabinets puissent tenir leur comptabilité, et puis en parallèle, de développer ces 4 briques que j'évoquais tout à l'heure, la gestion des achats, des ventes, voilà. Raison pour laquelle on a besoin de beaucoup de devs et c'est des vrais défis en termes de positionnement et de stratégie d'acquisition. Et comme quoi il y a un vrai aussi effort d'analyse de marché au préalable, d'entretien qualitatif, j'imagine, de la part des fondateurs, de bien comprendre le marché et le pain point. Ouais. Et tu vois, il a celui que j'ai pas forcément évoqué, mais quand Penny Lane s'est lancé, vu que notre but c'était de construire un outil de production comptable pour des cabinets, c'est pas le genre de truc où tu dis tiens j'ai une petite bêta qui est live, va le tester parce que tu peux pas quoi. Et donc la décision qui a été prise en fait, ça a été de créer un cabinet comptable chez Penny Lane. Donc tu avais un cabinet il y avait une trentaine de collaborateurs comptables chez Penny Lane qui tenaient des vrais dossiers et qui le faisaient depuis l'outil Penny Lane. C'est-à-dire que comme les gens étaient du coup en interne chez nous, eux, on pouvait se permettre de leur dire, bon, tu vas un peu essuyer les plâtres, il y aura peut-être 2-3 bugs. T'inquiète pas, derrière, il y a des experts comptables qu'on avait en interne qui repassent sur les dossiers et qui on mettait pas la santé financière de nos clients à l'époque en danger. Par contre, techniquement, c'était de moins en moins bancal, mais évidemment, on a commencé sur quelque chose. Et du coup, il y a des sessions de feedback à chaque fois sur comment. Complètement, et notamment beaucoup avec les équipes produits. Voilà. C'est gros investissement, parce qu'en temps, en déploiement, etc. Bien sûr, mais c'était indispensable jusqu'à arriver à l'exigence en fait aussi. Au bout d'1 an et demi à peu près de cette situation-là, les équipes comptables de Penny Lane ont dit franchement, ça y est, l'outil, on peut se permettre de le mettre entre les mains de cabinets comptables externes. Alors, on a décidé de céder les cabinets pour se consacrer à 100% sur le logiciel, qui a toujours été la finalité. Et c'est là où on a commencé à onboarder les premiers cabinets comptables. Incroyable. Et maintenant, il y en a plusieurs milliers en France. Vous avez combien de cabinets maintenant dessus ? On a plusieurs milliers de cabinets. On a 50 000 TPE, PME qui, comme toi, utilisent Penny Lane au quotidien. Et est-ce que vous regardez du coup et on va justement pouvoir peut-être rentrer un peu plus dans la partie market et parler de ça, mais est-ce que vous avez une idée de votre TAM, Total Addressable Market, en France, ou est-ce que vous souhaitez aller en termes de chiffres et de prise de marché en France ? Alors, côté cabinet d'expertise comptable, on estime que l'ensemble du marché aura la capacité d'être équipé de Penny Lane dans les 3 à 5 ans à venir.
C'est un énorme marché, hein, c'est plus de 20 000 cabinets comptables. Il y a des acteurs historiques qui sont là et qui font un super boulot. Je citais Cegid par exemple, qui est le leader en France. Donc il y a de la place pour plusieurs. Et côté après entreprise, la target de Penny Lane, ça va de l'indépendant à la société qui fait plus de 300 collaborateurs, qui fait moins de 300 collaborateurs, pardon. Au-dessus, c'est des sociétés souvent qui ont besoin de personnalisation, de RP, de choses un peu plus techniques auxquelles on s'attaquera pas. Et il y a déjà, je crois les derniers chiffres, c'est 4 millions de TPE PME. Okay. Donc ça fait déjà un beau marché. On a encore du travail. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe justement à l'international. Tout à l'heure, tu parlais de QuickBooks et justement ce que QuickBooks a réussi à faire aux États-Unis, c'est avoir un quasi-monopole sur le marché. Et on voit que sur ce genre de produit, sur ce genre de logiciel, on peut parler d'un marché un peu winner takes all, où en fait un acteur peut réussir à concentrer une grosse partie du marché, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de concurrents directs. Enfin, vous avez les legacy, je parlais en français, mais les logiciels, on va dire, historiques français, mais qui étaient plutôt on-premise, enfin pas en mode SaaS, mais je crois que maintenant ils sont en mode SaaS, TCJD et tout ça. Mais vous avez aujourd'hui, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas vraiment de personnes qui connectent aussi bien la partie à la fois tenue comptable et pilotage d'entreprise. En fait, on va à la fois ne pas avoir de concurrents, en avoir beaucoup. En fait, on a énormément de concurrents, puisque comme on s'attaque à quelque chose d'extrêmement large, tu vois, sur la partie dirigeant, je ne vais pas forcément citer les marques, mais sur des achats, on a tous des noms en tête, sur la gestion des ventes, on en a aussi, sur le pilotage de trésor aussi. Évidemment, on n'a pas la prétention de se dire qu'on fait aussi bien que chacun de ces gens-là. Par contre, on estime qu'en fait, la plupart des entreprises ont besoin de 60 à 70% de ce qu'en font ces boîtes, et nous, ces 60-70%, on le fait. C'est un peu ça la vision, quoi. Après, en fait, sur le côté j'équipe des clients plus j'équipe des cabinets, il y a notamment des outils de production comptable qui jouent le jeu plutôt de la connectivité et qui cherchent à se connecter avec d'autres outils. Mais comme nativement ça n'a pas été pensé pour, c'est pas redoutablement efficace. Et nous, la force qu'on a, c'est que dès le début, c'est construit sur une même base de données et c'est pensé pour collaborer ensemble. Donc ce côté vraiment global, effectivement, Penny Lane est un des seuls à pouvoir délivrer cette promesse-là. T'évoquais un plan à 3 à 5 ans pour essayer de continuer cette marche en avant sur la cible cabinet d'experts comptables. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des roadblocks qui se dessinent un petit peu sur cette cible-là et c'est quoi les prochains enjeux pour aller plus loin? En fait, c'est un sujet sur lequel il y a énormément de spécificité. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la comptabilité d'un agriculteur n'est pas la même que celle d'une pharmacie, qui n'est pas la même que celle d'un commerçant. Et en fait, c'est toutes ces petites spécificités qui mettent du temps à être développées. Et donc c'est surtout ça en fait l'enjeu, quoi. Il y a un enjeu, on va dire produit usage, être capable de vraiment de tenir la révision, enfin de faire de la révision comptable, de faire de la saisie comptable, de toutes ces choses là où ça y est aujourd'hui il y a pas de souci, on a des gros cabinets qui tiennent des dizaines de milliers de dossiers sur Penny Lane et on est leur outil métier comme je l'évoquais. Par contre, il y a des spécificités métiers sur lesquelles on doit étape par étape réussir à cocher toutes les cases. Ouais, je vais revenir sur la partie du coup market aussi. Là-dessus, donc par où est-ce que vous avez commencé? Donc vous avez le produit, vous le sortez. Quels sont vos premiers leviers et comment vous mettez sur pied cette stratégie marketing du coup pour aller conquérir vos clients? Donc nous, on n'était pas là au début, tous les deux. Enfin, tu vois, on est arrivés. Quand vous êtes arrivés, on va dire. Ouais. Je pense que globalement, comme on essaie de construire ça, c'est toujours un peu de la même manière. On va chercher à aller récolter les fruits les plus mûrs d'abord. Je pense que c'est un peu du bon sens, c'est la bonne manière de faire. Et on va essayer d'adresser ceux qui ont un besoin, les plus intentionnistes forcément, qui vont être parfaitement dans notre persona, dans notre cible, et du coup qui vont être entre guillemets faciles à aller chercher. Une fois qu'on a fait ça, derrière la réflexion, c'est comment on fait mûrir tous les autres fruits et comment on va optimiser, maximiser la récolte. Et du coup, là, on va essayer d'avoir une stratégie un peu 360 pour adresser tout le marché dont on parlait tout à l'heure. Donc là où on est vraiment du coup cœur de cible, c'est vraiment sur le logiciel de comptabilité. Et donc c'est ce besoin-là qu'on adresse en particulier, avec un bénéfice que Maxime expliquait tout à l'heure, qui est vraiment celui du gain de temps, de vraiment la simplification en fait pour tous les dirigeants d'entreprise. Et du coup, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer énormément notre proposition de valeur. C'est en fait on vient simplifier la vie des dirigeants et leur faire gagner du temps, quoi. Donc ça c'est vraiment, je pense, par là qu'on commence. Okay. Et au tout début, alors les premières années où Hervé et moi on n'était pas encore là, ce qui s'est passé, c'est assez rapidement en fait, on s'est dit que ils se sont dit que la stratégie d'acquisition devait passer en ligne.
principalement. Donc évidemment, tu poses un site web. Les premiers recrutements, ça a été un growth engineer justement pour épauler le head of growth qui était là, pour poser la stack technique et notamment la stack technique de tracking, parce que on se dit que voilà, on va déployer des actions marketing, il va falloir piloter leur performance pour savoir si on fait bien les choses. Et après, il y a eu un peu cette stratégie de, on met des billes sur plein de sujets différents et on voit ce qui prend. Alors, un petit peu de SEO, un peu de paid, un peu de content, voilà. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que les résultats court terme venaient par le paid. Et donc, il y a eu quand même des investissements paid marketing qui ont été faits assez rapidement sur des budgets qui étaient modérés. Mais vu qu'on avait cette capacité de bien traquer les choses, bah, c'était héroïste et ça a pas trop mal tourné. Donc, les premières années ont eu ce rôle-là de poser une stack technique et des débuts d'action marketing. Et moi, quand je suis arrivé, donc la boîte avait 1 an et demi à peu près, et c'était vraiment ce défi de positionnement. On était à la fois un cabinet comptable et un éditeur de logiciel, on parlait à des cabinets et à des entreprises, et les entreprises, on leur disait qu'ils pouvaient faire. Et donc, il a fallu absolument clarifier qui on était pour éviter de remplir trop un panier percé en stratégie d'acquisition. Parce qu'on est sur un marché où on peut capter énormément de leads. Ce que j'évoquais tout à l'heure, des gens qui cherchent un expert comptable, par exemple, tu peux en avoir avec un CAC qui est ultra maîtrisé et tout. Mais derrière, en fait, s'ils n'ont pas compris ou s'ils ne font pas le bon usage de ton produit, voilà. Donc la deuxième étape, ça a été vraiment le positionnement. Et la troisième étape, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est notre stratégie de vente, au sens où Penny Lane a été une boîte qui a fonctionné en inbound à 100% avec une stratégie de je demande une démo, je parle à un sales pendant ces 2 premières années. Et là, ça fait 6-9 mois qu'on est toujours une boîte inbound, hein, ça tourne que là-dessus. Il y a un peu d'outbound, mais c'est anecdotique par rapport au reste, mais avec du self sign-up. Et donc la capacité de proposer à des visiteurs d'arriver avec leur carte bancaire et en fait de découvrir Penny Lane eux-mêmes. Et ça a été un tremplin pour notre stratégie d'acquisition. D'accord. J'aimerais juste aussi revenir sur le pourquoi du digital, on va dire, dans le sens où vous avez donc est-ce que vous êtes dit bon le digital parce que j'ai tel panier moyen, c'est un levier qui sera plus rentable que d'y aller via des sales. Et qu'est-ce que vous en tant que SaaS, en tant que boîte logicielle, qu'est-ce qui vous est-ce que vous avez regardé ces métriques-là En fait, le digital pour 2 raisons. Déjà parce que quand tu lances un SaaS, au début, tu vas avoir ta courbe d'adoption et t'as tes early adopters que tu vas aller chercher. Et tes early adopters, c'est des boîtes qui sont assez digitalisées. Okay. La promesse qu'on avait, qui était une promesse technologique de dire tu vas pouvoir avoir un outil de gestion branché en API, tu vas brancher ton Conto, tu vas brancher ton Payfit, ton truc. Ça marche bien si tu la racontes, je rentre dans le cliché, mais aux startups parisiennes, quoi. Et donc là-dessus, avoir une stratégie accès digital permet d'aller chercher rapidement ces early adopters. Là, on rentre dans la phase justement où il va falloir qu'on touche toutes les TPE, PME qui sont pas forcément tous les jours sur LinkedIn. Et là, on pourra parler, on a une strat qui est assez efficace là-dessus. Et l'autre sujet, en fait, de l'avantage du digital, c'est la maîtrise de ces KPI, en fait. Tu sais combien tu dépenses, tu sais combien ça te rapporte. Et puis aussi, c'est très court-termiste. Et au début, tu as besoin nous, on est sur un business de volume où, en fait, notre MRR, on le regarde tous les jours. Et c'est là-dessus où le digital est quand même ultra puissant. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le seul levier où on peut en fait itérer de manière quotidienne, voir les résultats directement et suivre de manière très précise, A/B tester des approches. Et donc on a une vélocité très forte en étant 100% nativement digital. Il y a des choses qu'on aperçoit souvent dans la stratégie de certains clients, c'est que du coup cette inbound qui vient, on va dire, assez rapidement, qu'on peut monitorer, etc., c'est souvent un peu grisant parce qu'on a souvent tendance à déprioriser l'outbound. Du coup, visiblement, pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore une part assez réduite du coup du mix. Est-ce que du coup, il n'y a pas ce fait de tomber un petit peu dans l'écueil de pas se forcer aussi à faire de l'outbound qui permet aussi d'aller décanter d'autres choses, d'autres aspects du marché, avec le coup dans le rétroviseur? Comment vous jugez aussi cette répartition entre effort inbound et effort outbound? Alors, déjà, en fait, c'est une question de volume. C'est-à-dire que quand en fait, tu as suffisamment d'inbound pour nourrir ton équipe, très bien, on va faire comme ça. Et après, en fait, c'est une rationalisation économique aussi. Penny Lane, ça coûte pas très cher. En fait, c'est des paniers moyens qui sont, nos prix sont publics. Ça va de 14 à 149 € si tu passes en ligne. Et donc, tout de suite mettre de l'outbound dessus, c'est augmenter ses coûts d'acquisition. Donc nous, on a commencé à faire de l'outbound
pareil, à peu près 6-9 mois, à peu près en même temps que le Safe Sign Up, quand on a commencé à adresser des comptes un peu plus gros. Il y a encore un an de ça, Penny Lane, c'était pour les boîtes de 2 à 50 personnes. Et depuis un an, on est en capacité de proposer ce qu'on appelle la compta internalisée, c'est-à-dire de proposer à des entreprises qui n'ont pas de cabinet d'expertise comptable, mais plutôt des comptables en interne, de gérer leur comptabilité. Et donc là, forcément, c'est des montants d'abonnement. C'est par le service que vous avez décidé à... Ouais, enfin c'est par le panier moyen, le service qui amène le panier moyen, et donc, exactement. Du coup, et donc la faisabilité économique. On est capable d'avoir un panier moyen plus élevé, et donc d'aller proposer de l'outbound, et aussi parce que c'était une cible qui ne nous connaissait pas encore. Et donc, aller mettre de l'outbound dessus permet quand même... Mais tu penses que ça aurait été possible, et peut-être qu'il y a aussi des sujets de produit et de maturité du produit, mais d'avoir un produit peut-être plus personnalisé pour des très grosses entreprises, et y aller que en outbound sur cette cible-là au début? Je pense que plus en fait ton panier moyen est élevé et plus tu vas chercher du large account, plus le ratio inbound outbound, la jauge elle va augmenter. Je pense que si tu vends du petit SaaS à 9 € pour un mass market, t'as tout intérêt à fonctionner en full inbound. Alors après, j'ai peut-être été maladroit dans ce truc que j'ai dit. Quand Penny Lane a été lancé, évidemment, au tout début, c'est l'outbound c'est les sales qui ont décroché le téléphone. Et puis il y a une petite notoriété qui s'est créée, il y a les premiers retombées presse. D'ailleurs, c'est important de le mentionner, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a le tout petit début où on se rend pas compte, mais où les sociétés n'ont pas forcément non plus le budget et l'intérêt il faut qu'ils testent à petite échelle, et donc... Ah non, mais au début, alors moi je n'y étais pas, mais et pour connaître ceux qui le faisaient à l'époque, que ça soit de notre CEO Arthur à des sales qui sont encore présents, ils ont passé des centaines et milliers de coups de fil, et ça s'est lancé comme ça. Et donc si on revient sur la partie levier canaux d'acquisition, est-ce que vous pouvez nous partager dans les grandes lignes, sans trahir de secret, votre répartition un petit peu de canaux aujourd'hui? Peut-être avant que je te laisse vraiment la parole sur la partie directe sur laquelle Hervé pilote toute la stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, en fait, la puissance de Penny Lane dans sa stratégie marketing, c'est qu'on a de la vente directe et de la vente indirecte. On vend en direct à des dirigeants d'entreprise, qu'on va chercher par des leviers que Hervé expliquera tout à l'heure, mais un peu un à un, quoi, donc une croissance qui va être linéaire. Et quand on équipe les cabinets d'expertise comptable, on va essayer de leur mettre entre les mains le meilleur outil possible, et pour qu'ils en fassent le meilleur des usages, ils ont besoin d'avoir leurs clients de connecter à Penny Lane. Et en fait, quand on équipe des cabinets d'expertise comptable, on peut gagner de façon exponentielle des centaines ou des milliers de clients grâce à eux. Et donc ça, c'est cette puissance. Quand j'évoquais tout à l'heure la difficulté que peuvent avoir certaines boîtes d'aller chercher les TPE, PME en région ou pas du tout digitalisées, passer par les cabinets d'expertise comptable, c'est l'occasion d'aller équiper des gens qu'on n'aurait jamais réussi à toucher, nous, via nos leviers d'acquisition. Donc le fait de pouvoir jouer sur ces deux terrains, c'est ça ce qui rend en fait la marge de progression de Penny Lane si forte, et ce qui fait qu'on est en maîtrise quand même de notre... Mais il y a un maillage local un petit peu, ou une task force pour aller, on va dire, un peu éduquer les cabinets. Ouais, voilà. En fait, notre équipe sales, côté cab, donc côté cabinet, effectivement, elle est répartie géographiquement. Tu as un responsable sud-ouest, nord-ouest, Paris, machin. Parce que c'est très localisé. Et c'est une stratégie d'acquisition sur ces cabinets comptables qui, pour le coup, sera très peu digitalisée. On va avoir un peu de paid et tout, plus pour de l'awareness, voilà, mais c'est beaucoup d'événementiel, c'est beaucoup de contenu, de relations presse, relations publiques. Et l'outil a tout de suite été bien accueilli par cette population. Les early adopters ont tout de suite vu la vision et ont tout de suite adhéré. Après, il y a un petit peu évidemment cette réticence. C'est-à-dire que t'as les cabinets, t'as une centaine de collaborateurs. T'as envie quand même un peu de prendre le temps et tout. Mais oui, et là, on est dans cette phase en fait où il commence à y avoir un effet boule de neige où voilà, on collabore avec des cabinets de renom, et ils se disent tiens, si ceux-là font appel à Penny Lane, c'est que ça doit bien fonctionner. On a une grosse stratégie là-dessus qui va être de faire énormément de réassurance, en fait, justement pour montrer ces cabinets de renom qui passent au fur et à mesure sur Penny Lane, qui sont convaincus et qui trouvent vraiment une valeur ajoutée pour eux et leurs clients. Et donc, on va faire beaucoup d'efforts pour communiquer là-dessus et pour créer cet effet boule de neige. Oui, parce que finalement, tu vas leur faire gagner du temps, donc de l'argent, de la qualité de service, donc ils ont tout intérêt aussi à travailler avec vous, quoi. Ouais, mais c'est une cible qui ne va pas forcément aimer la pression marketing, donc on la joue vraiment de façon le plus modeste possible, et on laisse en fait le produit faire son travail et le produit convaincre. Et nous, notre but, c'est juste de sublimer le produit, de montrer qu'il y a des cabinets qui l'utilisent, mais voilà, on veut vraiment qu'ils soient convaincus par le produit plus que par une stratégie marketing qui fait beaucoup de bruit.
Et d'ailleurs, parce que en fait, c'est vrai que nous on utilise Penny Lane depuis un moment. Ça a été d'ailleurs recommandé avant par notre CFO, qui était dans un groupe de CFO et qui parle. Il y a des groupes. Enfin, peut-être que vous êtes, non, je sais pas si vous êtes dedans ou pas, mais il y a des groupes Slack ou des groupes de CFO, etc. On essaie de s'infiltrer. Exactement. Et non, je dis ça parce que finalement, c'est un produit qui est pas forcément facile à expliquer, je pense, quand tu connais pas forcément tout l'écosystème de la comptabilité. Donc moi j'ai pris un peu de temps, je pense, à comprendre tous les rouages. Bon, il y a le côté cabinet, il y a le côté entreprise, etc. Parce que on parlait tout à l'heure des leviers bad funnel un peu mainstream, on va dire, par exemple le search, où on est sur des mots-clés. Est-ce que vous avez eu des sujets un peu d'éducation du marché? Comment vous avez adressé ça? Parce qu'on parlait au début de contenu, de stratégie de contenu. Est-ce que vous avez misé beaucoup également sur du contenu justement comment vous avez fait finalement pour expliquer cette nouveauté, cette innovation de produit? Je pense que c'est un énorme sujet parce que là, on est vraiment clairement sur la création d'une catégorie où on va créer cette catégorie de plateforme tout en un, et qui est quelque chose qui n'existait pas forcément comme en tout cas on le crée. Et du coup, clairement pour nous, c'est un sujet d'expliquer cette proposition de valeur. Pour ça, on essaye pas mal de choses, donc pour vraiment faire de l'éducation. Je pense qu'une chose qu'on peut mentionner, c'est l'utilisation de la vidéo, sur lequel on s'est pas mal penché. En gros, voilà, on a une proposition de valeur qui peut être simple à comprendre, mais qui peut aussi être complexe dans la mesure où on a beaucoup de fonctionnalités différentes. Et donc, les gens qui vont commencer à utiliser Penny Lane vont parfois l'utiliser parce qu'ils ont un besoin de facturation, un besoin de suivi de trésorerie. Enfin, ça peut être plusieurs besoins qui les amènent à nous. Et donc, on a ce besoin, en fait, d'expliquer toute la proposition de valeur qu'on expliquait tout à l'heure. Et pour ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile par la vidéo. Et donc, on s'est mis à créer depuis environ 6 mois beaucoup de formats vidéo différents. Certains en motion design qui vont expliquer vraiment toutes les fonctionnalités différentes. Derrière, on a créé beaucoup de testimonials vidéo avec vraiment des users qui témoignent des intérêts qu'ils trouvent dans ce produit. On a aussi beaucoup de vidéos faites par des influenceurs, par exemple. C'est quelque chose qu'on a exploré, pour avoir un peu des tierces personnes qui viennent aussi montrer comment concrètement ils utilisent Penny Lane, en faisant vraiment du partage d'écran et pour rendre la chose très concrète et intelligible. Donc voilà, on continue d'explorer ce format-là, et je pense que c'est quelque chose qui nous aide un peu dans notre positionnement de plateforme tout en un. Ouais, vous êtes toi aussi dans ce qu'on appelle l'UGC, ouais, totalement. User Generated Content de vos users, quoi. Mais typiquement, par exemple, je prends un exemple sur la partie gestion de trésorerie. Ouais. Demain, vous êtes on va dire, un de vos prospects utilise une solution tierce de gestion de trésorerie. Est-ce que vous arrivez à le convaincre de passer chez Penny Lane, qui comprend effectivement un produit, un module de gestion de trésorerie, parce que vous avez cette partie comptable intégrée également? Est-ce qu'il comprend cette valeur-là, le prospect, où il se dit, bon, bah, non, moi j'ai déjà la gestion de trésorerie, c'est tout ce qu'il me fallait, finalement, j'ai pas besoin du reste? En fait, ouais, comme le disait Hervé, on a cette double problématique on crée une catégorie. Nous, notre valeur ajoutée, c'est d'être all-in-one. Par contre, si on lui vend du all-in-one, on le perd parce que c'est pas ce qu'il cherche. Donc, assez souvent, on va créer des hameçons fonctionnels. Typiquement, le pilotage de trésorerie, ça peut en être un. Sauf que quand il arrive sur le pilotage de trésorerie, il faut qu'on comprenne quand même ce qu'on a de différent d'une autre boîte qui fait du pilotage de trésorerie. Et en fait, c'est là où on va l'attirer sur le pilotage de trésorerie pour lui dire, Penny Lane, c'est du all-in-one, et pas l'inverse en fait. Et quand tu dis c'est du all-in-one, tu vas jouer sur les arguments de rationalisation des coûts. Genre, ok, tu viens chercher le pilotage de trésorerie, mais comment tu gères ta facturation, comment tu gères tes ventes, et si tu faisais tout ça avec un seul outil, est-ce que tu es conscient que tu paierais 3 fois moins en software? Est-ce que tu es conscient que tu gagnerais plus de temps? Et puis, est-ce que tu sais aussi que Penny Lane, c'est l'outil qui peut être utilisé par ton expert comptable, donc en bénéfice, tu vas avoir une vue fiable, une vue qui est validée. Donc c'est un peu ce truc de on a changé, au lieu de d'abord avoir notre value propre, puis d'expliquer les fonctionnalités, on va capter l'audience sur les fonctionnalités, et après on va essayer de. Mais il reste quand même des objections un petit peu indéboulonnables par rapport à ce côté très unifié. Après, à nouveau, je pense que la force de Penny Lane, dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi d'être très ouvert et d'être très connecté à énormément de logiciels. Et du coup, on a souvent effectivement des clients qui pourraient avoir des besoins très spécifiques sur une des briques qu'on couvrirait pas à 100% comme ils l'entendent. Et donc là, il y a vraiment cette possibilité de connecter Penny Lane à énormément de logiciels métiers. Et donc qui répond à la plupart des objections, quoi.
Ça, notre but, comme on dit, on va pas remplacer, enfin, tu vois, sur du pilotage de trésor, non, on n'est pas Axonaut, on n'est pas JCap, on n'est pas. Par contre, tu utilises un Axonaut, ben, connecte-le à Pennyline. Nous, on est ultra connecté. Tu utilises un Spendesk sur tes paiements. Certes, tu peux faire beaucoup de choses avec Pennyline, mais s'il y a un besoin que tu as sur Spendesk, branche-le à Pennyline et tu auras, grâce à Pennyline, par contre, une ça vision. change rien sur votre tarification ou le produit, l'activation. Non, le etc. côté Donc, extension, intégration, pas d'impact. Et parce que du coup, j'entendais justement sur cet ensemble d'applications connectées, j'entendais c'est une boîte de software récemment qui utilisait une stack plutôt no-code pour créer des connecteurs. Est-ce que c'est également le cas chez vous pour pouvoir vous connecter au maximum d'autres softwares externes, ou comment vous gérez ça dans votre roadmap produit? Vous avez mappé un peu tous les principaux... Ouais, on a une équipe qui est en charge des intégrations techniques. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de 300 intégrations qu'on a à Pennyline, donc on couvre quand même pas mal de choses. Donc soit en fait on a des prospects qui arrivent avec des besoins et ça vient s'intégrer à la roadmap, ou soit l'inverse, nous on va détecter les choses. Mais non, aujourd'hui on couvre quand même une capacité d'intégration qui est assez forte, que ce soit sur des sujets de logiciels de caisse, CRM, ERP, DataVis. Enfin voilà, l'idée c'est de vraiment accompagner nos clients. Souvent, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des besoins qui sont très propres à des métiers. Les restaurateurs, par exemple, le sujet des logiciels de caisse, c'est un vrai sujet. Tu vas être dans le e-commerce, comment je connecte mon Shopify, mon Stripe, mon machin. Donc, on y a été un petit peu secteur par secteur. Et petit à petit, ça fait plus de 300 intégrations. Et est-ce que ça vous rapporte des clients, typiquement, ces intégrations? Carrément. Et est-ce que vous pouvez le chiffrer en termes alors, de... déjà, c'est une value preuve. C'est-à-dire que sur du logiciel comptable, enfin, du logiciel de gestion pour des grands comptes, là où on va être comparé, je sais pas, à des Sage, à des boîtes comme ça, n'ont pas cette capacité d'intégration aussi forte que ce que nous on peut avoir. Donc rien que ça, déjà, c'est fort. Après, d'un point de vue marketing et communication, on fait du co-marketing avec nos partenaires, donc on arrive à adresser aussi des bases communes. Et puis, ne serait-ce qu'en termes de réassurance et de conviction, c'est-à-dire que tu es e-commerçant, tu vas sur Pennyline, tu comprends qu'en fait, tu peux y brancher ton Shopify, ta banque, ses comptos, tu peux y brancher ton Stripe, ton PayPal. T'es convaincu, quoi. Enfin, s'il n'y avait pas tout ça, tu serais moins convaincu. Ouais, je vais revenir aussi vous poser quelques questions sur la partie brand, marque. Du coup, vous avez tout à l'heure, tu nous parlais du fait que vous aviez une team, enfin des teams différentes, mais qui travaillaient en collaboration. Est-ce que vous pouvez partager un peu les KPI que vous avez de part et d'autre, côté plus perf et côté brand, et la relation qu'elles peuvent avoir entre eux, parce que je trouve que souvent c'est assez dur pour les entreprises de bien comprendre ce qu'il faut regarder en termes d'indicateurs et les investissements qu'il faut faire. Parce que d'un côté, on a un retour direct, de l'autre, c'est un retour peut-être à 12, 18, 24 mois, 46 mois. Et lorsqu'on a effectivement des contraintes d'investissement, on a du mal parfois à faire la part des choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de mots sur... Donc, pour moi, la brand n'est pas une finalité, mais plutôt un moyen d'atteindre une performance. C'est la raison pour laquelle, justement, je n'ai pas construit une équipe marketing avec une team grosse et une team brand, mais avec cette organisation que j'ai expliqué tout à l'heure, où une équipe gros petit compte et une équipe gros compte. Ce qui fait que ces deux équipes ont des KPI très métiers, très SaaS, que va être du MRR, avec des sous-objectifs de maîtrise de CAC, ce genre de choses-là. Et donc, les indicateurs qu'on va avoir après, sur la team small, on est sur des cycles de vente qui sont plus courts. Donc, on va vraiment être MRR, coût d'acquisition, voilà. Et sur la team large account, on sait qu'on sera plus sur des objectifs liés à de la démo booked. On sait qu'on est là pour générer de la démo et moins de la vente directe, et que surtout, on est moins autonome sur générer de la vente. Donc, notre KPI principal, ça va être la valeur de démo book qu'on va générer. Voilà. Et en fait, moi, ce que je veux justement dans ces équipes-là, c'est que un brand designer, par exemple, Benjamin, notre brand designer, soit incentivé, c'est pas le bon mot, mais comprenne que son objectif, c'est de générer de la démo booked en fait dans sa team, et qu'il construise une marque et qu'il construise une identité visuelle qui réponde à cet objectif-là. Voilà. Et ça, je pense que c'est primordial quand on est dans les premières années d'une boîte comme ça, que chacun puisse comprendre en fait son objet et qu'il soit le plus concret possible. Tu parlais d'hameçon tout à l'heure sur le fait d'aller attraper, on va dire, le marché de manière différente à chaque fois. Est-ce que du coup il y a des objectifs d'hameçonnage aussi via ces stratégies de contenu pour aller tirer, on va dire, avec une fonctionnalité ou un usage particulier, du coup ces prospects
dans les KPIs enfin pas les KPIs, mais en tout cas du coup les avoir objectifs. des choses secondaires, tu Voilà, veux dire c'est ça, un peu ouais. Là, concrètement, je pense que notre approche, c'est vraiment de lancer tous les hameçons et de voir où ça mord, quoi. On teste un peu tous ces angles d'attaque, avec des angles d'attaque dépendants de notre cible. Donc, on n'aura pas la même sur les small accounts et sur les larges, enfin sur les petits et les grands. Et donc, on va essayer de parler de toutes nos fonctionnalités et voir celles qui nous rapportent le plus. Et typiquement sur cette segmentation-là, vous avez des objectifs par taille d'acquisition et de CAC par taille de... C'est-à-dire que vous voyez pas ça d'une manière globale, vous voyez ça par catégorie client, avec des objectifs par catégorie client ou global? Pour aller dans l'analyse, en fait, dans la compréhension, effectivement, on va dans la granularité de chacun et typiquement quelqu'un qui a un besoin d'internaliser sa compta ou quelqu'un qui a un besoin d'éditer des factures, ça va pas du tout être les mêmes CAC, ça va pas être les mêmes coûts déployés en fait pour les atteindre. Donc ouais, on va aller dans la granularité. Ok. Et je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'au début, parfois on ne sait pas exactement où positionner son CAC et sur qui se concentrer en termes de stratégie marketing. Est-ce que, et typiquement, tout à l'heure vous faisiez allusion au fait que vous avez une stratégie différenciée entre le démo booked et le CAC direct ou l'acquisition directe. C'est venu progressivement. Comment ça arrivé? Parce que souvent c'est compliqué d'en arriver même à ces analyses-là. Est-ce que vous saviez déjà que au-dessus d'une certaine taille de boîte, au-dessus d'un certain churn, là faut passer sur du plus manuel ou pas? Comment vous êtes arrivé à ces conclusions-là finalement? C'est empirique en fait. Ouais, alors je pense que poser ces premières métriques, c'est la base, se piloter justement sur du revenu et voilà. Après, évidemment, comme beaucoup de boîtes de notre secteur, on est confronté au sujet de l'attribution et être en capacité d'avoir une bonne connaissance de l'impact de chacun des canaux. Ce serait mentir de dire qu'on y arrive parfaitement. On met plein de choses en place, en tout cas pour tendre le plus possible vers ça, mais il y a des Hervé t'en parlera mieux que moi, il y a des sujets. Peut-être le petit point sur lequel, d'un point de vue pilotage justement de nos campagnes, moi j'essaye vraiment de tendre le truc, c'est de savoir faire la part des choses entre potentiel de volume, j'ai des campagnes qui peuvent générer beaucoup de volume, potentiel de conversion, potentiel de revenu, et puis impact sur le churn. Et nous typiquement on a des sujets où on a des briques fonctionnelles où on est plus fort que d'autres. Et il y en a des briques fonctionnelles sur lesquelles il peut y avoir énormément de volume. La facturation, le nombre de personnes qui cherchent un outil de facturation, t'en as beaucoup. Donc on sait qu'on peut capter beaucoup de volume. Après, peut-être qu'on est perçu comme un peu cher pour des boîtes qui cherchent juste un outil de facturation. Donc ce volume, est-ce qu'on arrive vraiment à le convertir? Et si on le convertit, est-ce que les gens sont contents de ce qu'ils y trouvent dans Penny Lane? Voilà. Donc en fait, c'est vraiment de regarder chacun de ces KPI-là pour se dire, voilà, on ne s'arrête pas juste à cool, j'ai généré une demande de démo ou j'ai généré une inscription sur ma campagne. Mais est-ce que vraiment c'est une campagne qui génère... Est-ce que vous avez un process un petit peu de nurturing en fonction de la porte d'entrée? Là, tu parlais de facturation, etc. Est-ce que si la personne arrive via ce biais-là, derrière, on a tout un scénario qui se déclenche pour contrecarrer les faiblesses, comme tu l'évoquais? Donc, on est sur des cycles de vente qui sont courts chez nous. Et je t'avoue que le nurturing, en fait, on en fait très peu. On va en faire sur ce qu'on appelle les drop registers, ceux qui n'ont pas été au bout. Mais notre but, c'est que si tu arrives sur une landing Penny Lane, tu achètes dans la foulée, quoi. On a très peu de stratégies de téléchargement de contenu. On va te nurturer avec du contenu. Même sur du réengagement, sur du remarketing, des choses de ce type-là. Ouais, bien sûr, on met tout ça en place. Et globalement, on voit que de toute façon, c'est dur d'aller chercher un client qui ne connaît pas du tout ni Dev ni d'Adam et de lui faire sortir sa carte bancaire directement. Donc, on a toujours besoin d'aller lui parler plusieurs fois, d'aller le réengager, donc d'aller lui montrer un premier contenu, puis de le retoucher derrière en lui expliquant encore autre chose, de lui montrer, comme je disais tout à l'heure, de la réassurance avec des témoignages clients. Donc ça, clairement, on le fait. Après, comme on est sur un marché, encore une fois, avec des paniers moyens assez bas, énormément de volume, le but, c'est optimiser la conversion. Closer direct. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a pu développer avec donc la capacité de se créer un compte directement en ligne et de payer soi-même directement en ligne. C'est-à-dire que c'était pas forcément le cas il y a encore 6 mois, parce qu'on avait ce process qui est assez classique dans le SaaS en général de demande de démo, qualification par un premier sales, un SDR, puis closing par un account executive, donc qui forcément crée un cycle de vente un peu plus long. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où on a introduit cette possibilité de créer son compte en payant directement en ligne, en fait, on a eu vraiment une trajectoire assez exponentielle parce qu'on a commencé à adresser tous ces gens qui avaient un besoin assez immédiat
et donc qui pouvaient se créer leur compte et tester par eux-mêmes le produit directement, quoi. Et vous arrivez à en repêcher même repêcher entre les c'est pas le bon mot, mais des personnes qui se self-onboard, mais finalement qui pourraient être accompagnées d'une solution peut-être un peu plus robuste et avancée, et en fonction de leurs usages dans le produit, à se dire bon bah là, c'est intéressant qu'il y ait des équipes qui accompagnent, je sais pas si c'est CSM ou autres qui les accompagnent. Déjà, en fait, dans l'éligibilité au self-sign-up, on va pas dévoiler tout le workflow, mais tu as vraiment des étapes qui font que dès qu'en fait, tu as un potentiel chez nous d'être adressé par des fonctionnalités un peu plus fortes et tout, tu parleras à un commercial quand même. Okay. Donc ça, déjà, à l'entrée, on essaye d'avoir un workflow efficace là-dessus. Et après, si tu ne vas pas au bout de ta conversion, si tu drops, bah, bien sûr, on va essayer de te réactiver. Là, il y a du nurturing pour le coup à ce moment-là. Ça, vous l'outsourcez ou vous le faites en interne? Ça, on le fait en interne, Okay. avec HubSpot et... Ok. Et pour revenir sur cette notion de CAC et de churn notamment, vous avez, est-ce que vous avez vous un peu je pense le Graal dans le SaaS, un net retention rate au-dessus de 100%, c'est-à-dire que votre client consomme plus chez vous à la fin d'une période donnée, où vous avez quand même ces phénomènes de churn qui peuvent être assez impactants pour des SaaS au final. Qu'est-ce que tu entends par consomme plus? C'est-à-dire, par exemple, rajouterait une fonctionnalité ou rajouterait un utilisateur, par exemple, ou des choses de ce type qui feraient que finalement, il serait upsellé dans votre produit. VS, en fait, parce que moi j'ai le sentiment que vous êtes quand même sur une catégorie qui est exceptionnelle aussi pour ça, parce qu'on parlait de la stratégie indirecte, mais aussi cette partie churn, c'est-à-dire que moi, une fois que j'utilise Penny Lane, je partirais pas, quoi, c'est impossible. J'ai tout sur Penny Lane, donc c'est assez contraignant en fait de partir pour un client, quoi. Ouais. Donc en fait, ça va dépendre de notre modèle économique. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu plus notre modèle de pricing, pardon. On a eu un modèle de pricing qui avait un objectif, c'était favoriser le fait de gagner des parts de marché. Et puis évidemment, et la rentabilité qui va avec. Mais le but, c'était d'amener un modèle qui soit simple pour qu'on puisse facilement gagner des clients. On s'est confronté à une réalité qui est celle que tu évoques un petit peu, c'est que on arrive à gagner des clients, on a des clients qui sont contents, on a un churn qui est faible. Par contre, c'est vrai qu'en termes de stratégie d'upsell, on a un mode de pricing qui peut-être nous permet pas de grandir aussi vite que nos clients grandissent dans leur usage. Que ce soit des clients qui gèrent plus de factures, qui ont plus de collaborateurs. Voilà. Donc ça fait 1 an qu'on bosse justement sur ce sujet-là, savoir comment est-ce qu'on peut trouver la formule intelligente pour satisfaire nos clients, pour nous grandir avec eux. Et donc on a besoin de faire des ajustements sur notre pricing. Ça va normalement voir le jour. On prend le temps pour pas faire de bêtises. Il y a des tests qui sont en cours et tout fin d'été. Sur un pricing qui nous permettra d'être davantage sur cette logique d'upsell. Ok. Et en termes de churn, par contre, vous n'êtes pas trop impacté Comme tu le dis, une fois que tu es dans l'usage de Penny Lane et que tu as compris la valeur ajoutée, tu n'en sors pas. On va avoir 2 étapes de churn. Depuis qu'on a mis en place le Safe Sign Up, quand même, c'est une population, vu qu'en plus, il y a une période de 15 jours d'essai gratuit, qui est beaucoup plus éligible au churn. Mais ça, on le sait et ça fait partie du CAC quasiment. Et puis après, on va avoir du churn qui va plus être basé sur des gens presque qui n'ont pas été onboardés. En fait, des gens qui sont arrivés sur Penny Lane. C'est un produit qui est dense fonctionnellement, et donc peut-être qu'ils disent waouh, mince, c'est pas aussi, c'est pas ce que je pensais. Et donc là, on a tout un travail à faire encore en collaboration avec l'équipe produit et onboarding pour faciliter ça. Mais par contre, après, du churn du client qui utilise vraiment Penny Lane, ça se passe plutôt bien là-dessus. Il n'y a pas forcément d'action marketing sur ces steps-là, c'est-à-dire la personne qui finalement n'utilise pas le produit ou a des difficultés, ou la personne qui va pas au bout de sa phase de test, voire quelqu'un qui churn à un moment donné. Est-ce que vous avez aussi cette Aujourd'hui, l'organisation qu'on a, c'est l'équipe marketing est très orientée acquisition. Nous, on s'arrête en fait quand la personne souscrit à Penny Lane. Après cette période-là, il y a une équipe chez nous qui s'appelle Product Growth, qui est là pour travailler sur le pas à pas, la découverte du produit, l'accompagnement dans la simplification des premières actions à réaliser. Et puis après, avec ce nouveau pricing-là, on aura une équipe qui travaillera davantage sur des sujets d'upsell in-app. Et donc, on fait on a vraiment une équipe growth marketing, et après, il y a product growth qui est vraiment des équipes, on collabore beaucoup ensemble, mais on a fait ce distinguo-là. Ok, et est-ce que vous avez des sortes de KPI sur j'ai besoin de tant de personnes en product growth, VS, tant de personnes qui utilisent le produit, enfin, comment vous dimensionnez un peu cette partie-là? Je sais pas si vous avez des...
On itère, je pense que de revenus ou ouais, non, on n'est pas à ce stade-là. Okay. C'est pas la façon dont on raisonne. C'est plutôt, on a un sujet à tacler. Il y a une personne qui va dessus et on voit si on a besoin d'être plus et qu'en étant plus, ça génère plus de revenus. Et peut-être revenir sur la partie parce que en fait, vous avez un produit qui est quand même relativement complexe de par ses fonctionnalités et de par sa typologie de cibles variées et les spécificités métiers à chaque fois de ces cibles-là. Comment au quotidien est-ce que vous pilotez tout ça? Comment est-ce que du coup tu attribues, toi Maxime, des objectifs par exemple aux équipes et tu te dis bon bah ça c'est la bonne chose à suivre? Est-ce que t'as un secret là-dessus? Parce que c'est vrai que même nous au quotidien, on est toujours en train d'itérer sur les KPI et sur ce qu'on découvre. Mais c'est vrai que en fonction des produits que vous avez, vous n'êtes pas forcément plus ou moins compétitif, des CAC plus ou moins hauts. Vous avez des meetings weekly ou comment ça se passe, quoi? Donc déjà, on essaye d'avoir des KPI macro qui soient les plus connus possibles et les plus faciles à piloter possible. Après, on va avoir une méthode OKR qui va nous servir à avoir des KPI liés à des projets donnés. Tu vois, typiquement, si je reviens à ce projet qu'on évoquait tout à l'heure de Save Sign Up, ça fait l'objet, tu vois, d'un KPI dédié, suivi dans le temps avec une optimisation qu'on va vouloir y donner. Et après, non, moi, il y a plus je m'entoure de gens experts de leur sujet. Et Hervé, après, va avoir un objectif, lui, basé sur la stratégie d'acquisition et un CAC à respecter. Et c'est là, après, où il va y avoir la bonne recette pour aller travailler sur des KPI intermédiaires et lancer la meilleure strat. Et toi, tu vois une saisonnalité, Hervé, dans l'activité également? On a quand même un peu une spécificité sur le marché de la comptabilité qui est liée à la période fiscale. Mais ça, c'est plus sur notre cible d'expert comptable, où du coup, effectivement, il y a quelques mois, un peu en ce moment d'ailleurs, où c'est très dur de travailler avec eux, quoi. Mais sinon, globalement, on peut travailler tout au long de l'année. Et est-ce que toi, t'as du coup vu d'autres un peu spécificités liées à l'activité sur les leviers que tu gères et que tu développes, autre que la saisonnalité, par exemple je sais pas, des pockets de demandes que tu n'avais peut-être pas vu avant ou des besoins qui ressortent, je sais pas, sur quelque chose, des fonctionnalités que vous n'avez pas et que vous avez peut-être besoin de développer dans le futur Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a des On est spécificités? plutôt à l'inverse, on a plutôt beaucoup de fonctionnalités qu'on a et il faut qu'on soit efficace sur les stratégies d'optimisation de chacune d'entre elles et avec, comme tu l'évoquais, le bon CAC, la bonne stratégie d'acquisition derrière. Après, il y a parfois des frustrations, typiquement celui de l'expertise comptable. On sait que des gens cherchent un expert comptable, on sait que quand tu cherches un expert comptable, tu vas avoir besoin d'un outil. Et pourtant, c'est pas simple d'adresser ce besoin-là. C'est pas simple de faire le lien entre un trafic, une trafic de gens qui cherchent un expert comptable et moi, je veux lui vendre un outil. Entre les deux, il y a un truc à créer, quoi. Donc parfois, tu vois, on a comme ça des trucs où on se dit, ouais, il y a un potentiel de fou, mais c'est pas une question c'est une question de produit. Le produit ne répond pas à ça ou la stratégie de la boîte n'y répond pas. On met ça de côté, on y reviendra peut-être plus tard. Ouais, vous l'avez toujours, enfin, vous avez cette option-là, mais il faudra quand même des évolutions produits. Et ça, tu as plusieurs petits sujets comme ça où on se dit, tiens, il y aura peut-être un truc à faire là-dessus. On n'y va pas pour l'instant parce que ça serait du défocus, mais on ira peut-être un jour. Et c'est faire en sorte d'avoir un peu une stratégie hybride, vendre à la fois le côté humain, mais aussi l'outil. Et en fait, le truc, c'est ce qu'on faisait avant. Quand on était cabinet comptable, on a mis 1 an à s'en détacher, à créer de nouveaux positionnements, donc on va pas retomber là-dedans. Du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup dans nos métiers de data, de tracking et de créa également. Et quelles sont, selon vous, les grandes tendances qui se dessinent dans ces prochains mois et ces prochaines années? C'est vrai que de notre point de vue, on a vu quand même une logique d'optimisation, on va dire, et de répartition de pas être dépendant d'un seul levier. Donc on a vu quand même cette répartition se faire de la part des annonceurs, un positionnement des GAFA historiques qui tend à évoluer. On voit l'IA apparaître beaucoup, on voit des stratégies de plus en plus basées sur de l'automatisation. Et donc un besoin de stack technique de plus en plus avancé. Et j'ai l'impression que vous avez, très tôt, investi également dans ça via toute l'équipe telle que vous avez. Comment vous voyez se dessiner les choses? Où est-ce qu'il faut se positionner pour gagner, entre guillemets, dans ces prochains mois et trimestres et années?
à un moment où l'inflation, enfin on le rementionne, mais quand même au niveau contexte macro, on n'est pas dans la même exubérance, on va dire également, quoi. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à mobiliser cette force tech au profit de vos actions marketing? Parce que du coup, vous avez tellement de monde, vous êtes 9, ils sont plus d'une centaine, ouais. est-ce que vous arrivez à vous appuyer sur ça? On est indépendant techniquement, on a des techs, des devs dans l'équipe marketing. Voilà. Ok. Ça c'est Trop bien. obligatoire pour moi. Trop On pourrait pas faire sans, c'est ce qui nous permet d'être super agile et de tester au quotidien en fait, sans dépendre d'une autre équipe. Voilà, on a nos sujets et on est honneur là-dessus. Tu vois, même le flow de self-sign-up, c'est un sujet qui est géré au marketing par l'équipe tech marketing. Ce qui nous permet d'être dans du test permanent, dans une agilité forte, faut changer un truc, voilà. Oui, parce Pas que besoin parfois de te dire, ouais. J'attends que le ticket soit traité. Ouais, ça avance c'est pas les mêmes rythmes, enfin. Et puis il y a une influence directe sur le MRR, hein. Dire Ouais. une landing page ou un flux qui Bien est sûr. pas au top, on le corrige en moins de 12 heures. Ouais. Il y a un impact direct Ouais. sur l'activité. Mais pour revenir à ta question, enfin, je pense que c'est un énorme sujet pour nous et qui est globalement le sujet de comprendre comment on arrive à amener du MRR, comment on arrive à se faire connaître, à amener de la performance. Et c'est particulièrement vrai dans ce contexte macro où il faut rationaliser les coûts, il faut comprendre vraiment chaque euro dépensé, ce qu'il nous rapporte. Et donc tout ça, je pense, c'est un vrai sujet d'attribution. Et effectivement, avec aussi ce contexte de difficulté de tracking, de RGPD. Donc, par exemple, enfin, on est aujourd'hui totalement compliant avec la RGPD, qui fait que forcément, on se coupe de toute une partie du tracking, de toute une partie de la data en fait de nos utilisateurs, de nos internautes. Et donc, derrière, voilà, ça rend plus complexe l'analyse. Donc, l'idée, c'est quand on va analyser en fait d'où viennent tous nos clients, on va essayer de comprendre de quel levier ils viennent. Et donc pour ça, on va utiliser des outils d'attribution. On essaye d'appliquer des outils d'attribution, mais il y en a aucun qui sera parfait. On utilisera forcément un modèle qui sera plus ou moins arbitraire. Par exemple, on parle de modèles dernier clic, premier clic, qui vont favoriser ou défavoriser un levier plutôt qu'un autre. Donc en parallèle, on essaye aussi, là récemment, on a essayé de développer de l'attribution déclarative, c'est-à-dire concrètement demander à chacun de nos clients comment il a connu Penny Lane, et on voit qu'on obtient aussi des résultats différents. Et donc je pense que il faut choisir un peu un prisme, s'y tenir, quand même garder toutes les autres informations qui vont graviter autour, typiquement l'attribution déclarative, et donc traquer tout ce qu'on peut traquer, mais tout en se disant qu'on pourra jamais tout traquer, et donc garder une part en fait d'intuition, une part de vision long terme de comment nous on pense qu'on va aller chercher les prochains clients. On en est à faire des études de discrepancy, je sais pas le mot en français, mais de différence entre ce qu'on traque et ce qu'on a en back office, pour essayer de le diminuer au maximum. Et effectivement, on est toujours un peu limité en data, mais non, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, particulièrement lorsque Google annonce aussi, je crois, la fin des... Maintenant, c'est du data-driven... Last click data-driven. Ouais, c'est du data-driven attribution partout, donc en fait, tu sais pas vraiment... c'est encore plus boîte noire. Ouais, puis t'as ce truc un peu jugé parti de se dire, attends, en fait, c'est celui à qui je donne de l'argent qui m'explique où mon argent part. Exactement. Il y a un vrai sujet là-dessus, ouais, c'est clair. Ce qui va peut-être renforcer aussi la valeur ajoutée des outils d'attribution sur le marché, qui peut-être arriveront un petit peu à... Ce que j'entendais, c'est qu'il y avait eu quand même un gros achat de la part de Google sur Enfin, en fait, il y a quand même, je pense, des influences là-dessus pour pas qu'on sache aussi très bien ce qui se passe. Après, vous avez quand même la chance aussi d'avoir un cycle qui est relativement court, donc peut-être un peu moins impacté par cet aspect... longueur, donc du coup attribution encore plus complexe avec des cycles de vente même en offline qui peuvent aussi amener énormément de complexité. Donc je pense que là c'est plus, comme tu l'as dit, se tenir à un modèle, voire même le faire évoluer par rapport à un contexte marché où on veut accélérer ou un peu peut-être plus se consolider. Non, ça paraît pertinent en fait par rapport à ça. Moi, je vais te poser aussi une question par rapport au content. Il y a une explosion de content, vidéo notamment, sur des formats, moi je vois 9/16e typiquement, et sur d'autres types de formats. Moi, parfois, j'ai du mal à voir le ROI parfois de cette explosion de contenu. Nous, on est quand même des enfants du search aussi, et du bad funnel et de la recherche, des choses assez performantes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une vraie consommation de la part peut-être de la Gen Z qui recherche très différemment de nous, par exemple, qui sont peut-être un peu plus search typiquement ou d'autres leviers. Comment est-ce que vous percevez les choses là-dessus ?
vous êtes aussi très héroïste sur, par exemple, des formats plutôt de communication un peu plus larges, si on parle pas spécialement juste d'acquise. Vous y allez pas? Est-ce que vous y allez avec beaucoup de budget? Comment vous voyez cette partie content globale qui entoure la marque en fait? En fait, nous, la partie content, on la voit, au sens propre du terme, c'est d'amener un contenu pour éduquer en fait sur ce qu'on fait, pour faire passer notre message sur le périmètre fonctionnel de Penny Lane, les bénéfices qu'on en retire. Et nous, on est obligé de faire ça parce que si on se base que sur du search et qu'on perd en fait ce discours-là, ça fonctionne pas. Oui, peut-être que les plus jeunes consomment davantage de contenu vidéo, voilà. Mais aussi, on est présent sur une cible, sur un marché de la finance et de la compta, où tu as quand même besoin un peu de comprendre les choses. Et tu vois, dans l'univers de la compta, par exemple, il y a encore beaucoup de forums. En fait, les gens se contentent pas juste d'une info, mais ont besoin de la challenger. Donc nous, on a besoin en fait d'amener ce contenu-là. Ce qu'évoquait Hervé tout à l'heure, où ça passe beaucoup par la vidéo. Donc notre stratégie de contenu, elle est à 50% au moins sur de la production vidéo. Des vidéos qui répondent à différents types d'objectifs et qui vont prendre différentes formes. Et après, ouais, dans le tracking, c'est une façon différente, je pense, de piloter les choses. Elle est peut-être un peu moins héroïste, mais elle se traque quand même un peu. En fait, c'est ça, c'est juste que ça sera plus dur à faire, mais pour autant, on essaie quand même d'avoir cette approche héroïste. Du coup, ça sera pas forcément évident, ça dépend énormément des formats, des plateformes, mais il y a quand même quelques indicateurs qu'on peut suivre. Je sais pas, pour donner vraiment un exemple très précis, on fait des campagnes sur YouTube, on voit peu de personnes qui arrivent directement de ces campagnes. Par contre, on a quand même des outils qui nous permettent de voir les conversions indirectes, et donc énormément de gens qui sont inscrits directement sur Penny Lane après avoir juste visionné la vidéo, même s'ils n'ont pas interagi directement. Donc ça, c'est le genre de KPIs qu'on peut quand même suivre. Donc c'est possible, et on voit qu'on a une corrélation énorme. Enfin, Et ça, t'essayes de le pondérer du coup pour te dire que derrière, tu as besoin de X% des enjeux de budget sur cette partie du funnel. En fait, c'est quoi la boucle derrière en fait? Ouais, non, on essaie de chiffrer ça. Par exemple, donc là, pour reprendre l'exemple de YouTube, on a à peu près 20 fois plus de conversions indirectes que de conversions directes venant de YouTube. Donc c'est énorme, quoi. Donc on essaye de prendre en compte ces ordres de grandeur et pour décider des budgets qu'on va appliquer partout. Après, ouais, il y en a certains où ça sera forcément un peu plus dur à quantifier. On parle énormément de TikTok en ce moment. Nous, on n'y est pas encore. Je pense c'est en discussion, mais on gagnera vraiment à y être bientôt. Et donc là, c'est des choses. Tu peux avoir énormément de viralité, même sur donc des sujets B2B comme de la compta, quoi. On le voit. Et donc derrière, les KPIs ils sont un peu plus durs à suivre, mais quelque chose de très simple qu'on peut suivre, c'est juste l'évolution des termes de recherche Penny Lane. Ce que j'allais te demander sur la brand. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui on a une grosse partie de notre acquisition qui se fait par des gens qui cherchent Penny Lane. Derrière, il faut comprendre comment ils ont été amenés à chercher notre nom, quoi. C'est pas par magie. Et donc c'est avec des campagnes comme ça qu'on va essayer de travailler. Vous avez toujours été assez ouvert finalement à ça et assez avant-gardiste. C'est une question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques parfois qui n'osent pas y aller parce qu'ils vont pas un ROI direct et typiquement n'ont peut-être pas les capacités de traquer justement ces conversions hors ligne ou d'y aller, alors qu'aujourd'hui c'est vrai que on voit que c'est important d'y dédier du budget et d'y aller sur ce type de format, quoi. Ouais, je pense aussi que c'est pas parce que c'est pas mesurable que c'est mal de le faire. On est peut-être un peu dans cette ère du tout traquer, tout mesurer, voilà. Là, faut revenir parfois aux fondamentaux du marketing, justement. Il y a une vingtaine d'années, je pense qu'on traquait que 5% de ce qu'on fait maintenant, quoi. Donc là, nous, on connaît peut-être cette petite période RGPD, tous ces trucs-là qui nous frustrent et qui fait qu'on traque moins, mais on traque quand même énormément. Et je pense que des formats de contenu, et de se dire à un moment donné, je produis des vidéos pour expliquer ce que je fais parler mes clients sur les formats vidéo, ça fait pas de mal, quoi. Et ça ne peut faire que du bien. Certes, c'est des investissements, c'est du temps, c'est des prestats avec lesquels il faut savoir travailler pour fournir aussi les bons formats. C'est de la créativité parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait. Plus les gens en font, moins ça devient pertinent d'en faire. Donc il faut trouver justement ces nouveaux formats, ces nouvelles façons de raconter des histoires, des testimonials. On en voit de plus en plus, c'est un peu tous les mêmes. Comment est-ce que j'amène un format qui est différent sur des formats courts, sur les angles que je vais attaquer. Donc c'est là où le marketing, c'est pas que de la data, quoi. Clairement. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on revient justement davantage à cette logique, parce que finalement, ce qui est important de souligner, c'est que quand tu connais ta cible et que tu connais vraiment très très bien ta cible,
et que tu as testé tous les canaux, finalement, tu sais même un peu sans les datas dire bon bah là ça fonctionne mieux que ça. Et tu as les datas pour appuyer ce que tu dis, mais à un moment donné, c'est aussi de l'ordre du ressenti, de la recherche qualitative, du retour terrain. Et parfois, on peut l'oublier si on n'est que sur une approche purement data-driven. Ouais. Bah, la cible chez vous, elle est très identifiée, donc à un moment donné, ça reporte, on va dire, les enjeux de ciblage et de pertinence et de performance sur d'autres aspects, la patte créa, les petites idées, les hameçons, comme on disait tout à l'heure, etc. Et du coup, c'est plus vraiment de la data pure et dure, c'est vraiment des mécaniques et de la créativité pour aller travailler ce bas de funnel. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est travailler la data, je trouve, de manière un petit peu différente. C'est pas juste de l'arbitrage, c'est comprendre comment va fonctionner mes différentes mécaniques. Donc, et je sais pas comment c'est opéré, on va dire, au quotidien chez vous sur ces aspects-là. C'est-à-dire, est-ce que là on a été pertinent, est-ce qu'on a été suffisamment à aller attraper, on va dire, un sujet par rapport à un prospect. Est-ce que vous arrivez à regarder cet infiniment petit, on va dire, et c'est pas du CAC, c'est pas du CTR, mais c'est d'autres aspects, et jusqu'où vous arrivez à mesurer finalement dans ce côté intention. Puis après, j'imagine qu'il y a le scoring, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, dans quelle approche tu dis, quand on va produire un contenu, ce que tu veux dire, c'est dans quelle mesure on va réussir à avoir... aller au-delà du CAC, etc., et de se dire, ce contenu-là, il a fonctionné sur une partie de sa mission. Je sais pas, par exemple, du coup, être un peu icebreaker, ou il est peut-être plus vu que la moyenne. Par contre, il a peut-être pas un CAC qui est Moi, je trouve que c'est plus peut-être les sujets d'actualité, non? Dans l'idée, est-ce que tu arrives à cranter sur des choses où... je vois, nous, par exemple, Performance Max, ou je sais pas, il y a... Ouais, donc c'est plus sur l'aspect purement créatif, ou se dire où est-ce que s'arrête votre analyse par rapport à la possibilité à l'ensemble des actions que vous pouvez avoir, en fait. Ouais, alors ce serait mentir de dire qu'on a une analyse méga fine de tous ces sujets-là. On va regarder un niveau assez macro, enfin ce qu'on évoquait un peu typiquement si on parle des formats vidéo, la perf qu'on peut y associer. Et après, en fait, pour moi, il y a le qualitatif aussi, il y a le ressenti. Il y a, tu vois, ce que vont en dire nos équipes sales qui ont atteint cette vidéo-là, elle est trop bien, elle m'a aidé dans tel truc. Un prospect qui va réagir, une vidéo qui prend un peu en viralité sur un LinkedIn. Voilà, on a fait des formats vidéo qu'on pas du tout pris, par exemple, et qualitativement, je vais parler. Et d'autres où on s'y attendait pas forcément et ça marche très bien. Donc c'est plus ces retours quali, en fait, qu'on va prendre et qui vont nous servir à optimiser nos investissements, savoir si on en fait d'autres d'autres manières. C'était pour illustrer surtout le contre-pied avec la data, parce qu'au moment où vous avez fait cette conception créative, vous vous êtes dit ça va fonctionner, alors que pas du tout. Et inversement, et finalement ça défonce tout. Finalement, à quel moment la data est rentrée dans ce processus créatif? Jamais. En fait, puisque du coup, ça a été une idée, une patte, etc. Et ça, c'est le contre-pied, finalement. On peut pas tout calculer. À un moment donné, il faut prendre des risques sur des angles, sur des axes, etc. Et ça, je pense qu'en fait, moi, mon point, c'est plus que dans vos marchés où vous parlez à des personnes ultra identifiées, voire même à de l'ABM, finalement, le nerf de la guerre, ça sera de plus en plus ça que de regarder toutes les datas, etc. C'est un mix des deux, Et pour ressortir un petit peu de PNL, mais plus sur le marché global des SaaS et de la finance, où est-ce que vous voyez les choses aller? Quelles sont un petit peu les innovations que vous regardez en ce moment pour la suite pour orienter les stratégies pour le développement produit, par exemple, ou pour le développement produit, le mix marketing. Est-ce que vous avez parce que nous, par exemple, on regarde de très près tout ce qui est sur l'IA, typiquement. Il y a des choses assez intéressantes là-dessus. Je pense aussi à des modèles aussi peut-être plus innovants en termes de distribution. Donc on est une boîte qui a que 3 ans, donc on est encore en phase de construction de beaucoup de choses. Tu vois, j'évoquais les sujets de pricing et tout, c'est des sujets qui vont être au cœur en fait de notre strat d'acquisition. Je pense qu'on a quand même construit une belle machine d'acquisition court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment paye, d'affiliation, il y a des choses qui fonctionnent bien et qui scale. Notre enjeu, et je pense que l'enjeu de pas mal de boîtes comme les nôtres, c'est de savoir mixer le court terme et le long terme. Là, on commence justement à réinvestir sur des choses qui auront des impacts dans plusieurs mois ou plusieurs années, des choses. Tu vas réinvestir en SEO, du referral programme, tu vois, des choses de ce type-là. Qu'on fait trop peu, je pense, quand on est la tête dans le guidon sur ces premières années de boîte. Et de la même manière, après, investir sur du long terme, sur positionner une expertise. Ce qu'évoquait aussi Hervé tout à l'heure, le côté créer une catégorie.
Tu fais pas ça en 6 mois, tu fais pas ça en 1 an. Et donc, à un moment donné, il faut poser les premières pierres. Nous, par exemple, la catégorie, le terme qu'on va trouver sur les marchés anglo-saxons, c'est le Financial OS, ce côté un peu pilotage global de ces sujets financiers. Il y a tout à faire, quoi. Donc, il va falloir une belle stratégie de contenu, il va falloir faire des choses. Souvent, je fais le comparatif avec un HubSpot qui, quand s'est lancé, faisait de l'emailing, du social, à peine du CRM, voilà, et a créé ce terme de marketing automation qui est devenu une norme. On a un peu, nous, cette ambition-là et je pense qu'il faudra du temps. On a après des sujets un peu réglementaires qui arrivent sur notre marché, le sujet de la facture électronique, qui est peut-être un truc assez technique et tout, mais qui pourtant va bouleverser en fait la façon dont on gère sa facturation quand on est un cabinet comptable, mais aussi quand on est une entreprise. On a tout un rôle d'accompagnement et d'éducation là-dessus. Donc pour nous, nos enjeux, ils sont plus maintenant sur tous nos leviers qui vont avoir un impact long terme. Avec vraiment potentiellement, j'imagine que c'est peut-être pas encore d'actualité, mais ça passe par aussi un repositionnement à un moment donné, un rebranding pour venir englober cette logique de Financial OS. Peut-être, ouais. C'est pas dans les cartons, mais peut-être. En tout cas, là, on a posé des bases assez saines d'une stratégie d'acquisition qui n'est pas dépendante à un canal, mais qui est très multicanal, qui est relativement maîtrisée sur ses CAC, qui scale bien. Et on sait que les plafonds de verre, si on reste là-dessus, on les atteindra assez rapidement. Et on sait que la seule façon d'exploser les plafonds de verre, ça passera par la brain, justement, par le côté de construire un discours, construire une marque, avoir une vraie notoriété, générer ce bouche à oreille, ce referral et tout. Et pour moi, c'est ça les défis. Et comment tu te dis quand tu arrives à parce que comment tu anticipes ce plafond en fait, que tu regardes une décélération de tes taux de croissance typiquement, et tu te dis c'est à ce moment-là que c'est ça, ouais. Ouais, pour moi, c'est là-dessus où le paid, par exemple, est un super indicateur. C'est-à-dire que tu réussis à capter de plus en plus d'audience, à la convertir, quoi. Et il y a un moment donné, en fait, où tu te dis, attends, là, je vais pas me lancer sur d'autres sujets qui n'ont pas de relation et tout. Et justement, j'ai une croissance qui est moins forte. Et tu rentres sur des sujets d'optimisation qui font que tu arrives quand même à croître et tout. Mais quand tu es plus gourmand que ça, faut aller chercher d'autres leviers. Et ça passe par remettre en cause ces modes de vente. Tu vois, nous, typiquement, quand on a lancé le Sales Sign Up, on a été chercher de l'incrément de gens qui ne voulaient pas parler à un sales. Et tu casses une première partie du plafond de verre. Et on le sait qu'après, ça va être dans le mix des leviers, de justement avoir une brand forte associée à une stratégie paid forte. C'est ça ce qui nous permettra d'aller encore plus vite. Et le plafond, tu le vois en lower market avec du sales up. Est-ce que tu le vois aussi sur est-ce qu'il y a un autre levier, je sais pas, partnership ou autre, où tu te dis, bon là, il y a un volume énorme à aller chercher La chance qu'on a, nous, chez Penny Lane, c'est que des sources d'acquisition et de revenus, il y en a des dizaines et des dizaines. On vend notre logiciel, on vend de l'accompagnement logiciel, comme on a des moyens de paiement, on a aussi l'interchange, et puis on vend à des cabinets comptables qui vendent eux-mêmes aux clients, et on peut... Les intégrations, les intégrations, les partenaires. Beaucoup, Donc, quand je parle de plafond de verre, on peut avoir des plafonds de verre sur un sujet donné, mais avant qu'on ait du plafond de verre sur tous les sujets, c'est que ça se portera bien. En fait, je voulais juste vous reposer la question, parce qu'en fait, on a vraiment la chance de pouvoir parler avec, moi je vous vois comme l'une des grosses success stories en tant que SaaS dans l'écosystème, donc fort taux de croissance, un modèle très bien pensé et qui scale bien. Quels sont un peu les KPI que vous regardez vous en termes de croissance chez vous, en termes de croissance? C'est quoi, c'est la croissance du MRR du coup par mois, par semaine? Et même sans forcément donner vous-même les objectifs que vous avez, quels sont les objectifs à se fixer en tant que SaaS pour se dire ok, je suis sur la bonne trajectoire finalement? Donc merci pour tes compliments, mais je pense qu'il y a beaucoup de boîtes en France qui font des choses mieux que nous et je pense qu'on en est qu'au tout début. Et en fait, ce qu'on va principalement regarder, vu qu'on est sur un marché où c'est le produit qui fera la différence, c'est-à-dire que si on avait une super stratégie marketing mais que notre produit était complètement nul, les cabinets comptables ils nous rejetteront de manière forte, et je pense qu'un dirigeant comme toi tu diras c'est cool, vous avez une belle marque les gars, mais si j'ai pas les bonnes données financières là. Donc en fait nous ce qu'on va surtout regarder c'est du KPI produit, c'est le taux d'adoption, le NPS, et on part un peu du principe que si ça marche bien, tu peux accélérer de façon assez sereine, et après on n'a pas réinventé la roue, on regarde des KPI SaaS classiques
d'ARR, de CAC, voilà. Mais il y a cette particularité chez Penny Lane de vraiment d'être focus produit et d'être ultra attentif à la satisfaction de nos users et au fait qu'ils utilisent le produit et qu'ils l'utilisent bien. Là, on rentre dans une phase où la croissance est forte, plus de 50 000 clients. On a des enjeux après de satisfaire les clients aussi dans notre accompagnement. Et là, c'est de nouveaux KPI qu'il est important de regarder, important de maîtriser et qui vont avoir un impact un peu sur la structure de la boîte. Avoir le bon staffing, la bonne organisation technique, les bons outils pour répondre aux besoins de clients qui sont de plus en plus volumineux et qu'on va compter rapidement en centaines de milliers. Et là, vous avez regardé quoi comme KPI typiquement? Ça va jouer sur le NPS, ça va se jouer sur tous les outils care, les délais de réponse au premier contact, le délai de réponse moyen à la première question, éviter la multiplication des sollicitations comme je mets du temps à te poser une question sur la plateforme par chat, alors je vais passer par Facebook ou LinkedIn pour aller poser une question ailleurs. Et puis l'usage aussi, purement et simplement. L'usage sur la plateforme, les fonctionnalités, etc. Et ça, c'est très lié au churn aussi, je pense. C'est-à-dire qu'un client qui n'a pas sa réponse, qui est bloqué sur des sujets aussi importants que ceux sur lesquels on traite, on peut pas se le permettre. Donc voilà, vraiment, c'est le produit. Est-ce qu'il est adopté? Est-ce que les gens en sont contents? Est-ce que dans la vie de tous les jours, ça fonctionne bien? Il y a des mécaniques de parrainage à un moment donné qui vont être éventuellement activées ou des Alors, choses de en fait, on s'est rendu compte par justement la mise en place de l'attribution déclarative que c'était un levier qui était extrêmement puissant. C'est-à-dire que les gens qui disent « je viens sur Penny Lane parce que c'est un ami qui m'en a parlé ou une connaissance machin », c'est dans le top 3 de nos trucs. Et il y a cette satisfaction de se dire « ok, bon bah c'est que le produit marche et voilà ». Et il y a cette frustration de se dire « attends, en fait, c'est un levier qu'on stimule à peine ». On a fait des tests, on a mis en place des systèmes de parrainage avec des outils, Growsurf, je crois, des trucs comme ça, qui automatisent l'envoi d'un reward et tout. Ça n'a pas été d'une puissance redoutable, mais il y a de quoi faire. À creuser là-dessus. On sent clairement qu'il y a de l'appétence en fait, parce que le produit plaît, et quand le produit plaît, on a envie de le recommander et d'en faire bénéficier d'autres. On n'a pas encore, je pense, craqué exactement notre approche là-dessus pour trouver le bon reward en fait, qui incentive vraiment les gens à le faire. Du coup, là, voilà, c'est quelque chose sur lequel on va encore travailler dans les semaines et mois à venir, je pense. Ouais, sur les groupes, en tout cas, nous, c'était exactement ça, hein, sur des groupes de CFO, enfin, c'est du referral. Ouais, mais je sais même pas s'il a besoin d'être incentivé. Tu vois, si toi, tu as un dirigeant content de Penny Lane, bah, tu vas en parler tout naturellement. Et aujourd'hui, on bénéficie justement de cet effet boule de neige. Et plus on aura de clients, plus on aura cet impact-là. Et on parle souvent des SaaS qui lèvent beaucoup d'argent, qui crament beaucoup d'argent, qui sont pas rentables. Ouais. Quelle est votre vision de ça, vu de l'intérieur chez Penny Lane? Ouais. Ce serait intéressant de vous entendre sur le sujet. Bah, c'est certain qu'on est conscient de notre étiquette de boîte qui a levé beaucoup d'argent, qui a des super investisseurs, Sequoia derrière nous, voilà. On l'a fait de façon totalement raisonnée. Enfin, encore une fois, à la tête de Penny Lane, c'est pas des gens qui sont en soif de revendre quelque chose, c'est pas du tout la trajectoire que prend la boîte. Nous, on veut juste créer la plus belle boîte, la plus belle aventure possible. Comme je disais, c'est des gens qui ont déjà en fait une belle exit et voilà. Donc en fait, les moyens que l'on a, ils sont vraiment là pour financer la construction d'un produit qui est dense, qui est compliqué, et donc on investit énormément sur le produit. Et donc on joue cette stratégie de beaucoup dépenser au début pour rapidement construire quelque chose qui nous permettra d'être rentable par la suite. Mais c'est pas de l'argent nous qu'on a levé pour cramer en marketing. Enfin, nos budgets marketing, ils sont, on est que 9 dans l'équipe marketing. Hein, sur une boîte comme Penny Lane, parfois ça peut paraître faible. Donc le ratio est assez faible par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Bien sûr. Complètement. Donc après, voilà, c'est le jeu auquel ont joué beaucoup de boîtes de disposer de beaucoup de moyens pour aller chercher rapidement de la croissance. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est en fait la croissance, on va la chercher comment? Est-ce qu'on va la chercher justement en investissant sur le produit ou en investissant sur des méthodes de vente, en investissant sur du marketing? Et c'est là-dessus où il y a peut-être des boîtes qui s'en sortiront mieux que d'autres. Après, moi, je trouve que ce qui se passe actuellement sur le marché, un peu d'un point de vue macro, ne fait pas que du mal dans le sens où ça amène à rationaliser beaucoup plus, à prendre des décisions qui sont plus logiques. Voilà, nous, ça nous a évidemment, comme toutes les boîtes, on s'est dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait sur une stratégie de recrutement, qu'est-ce qu'on fait justement sur une stratégie d'acquisition, est-ce qu'on dépense efficacement notre argent. Enfin, ça a amené, je pense, un peu tout le monde à repenser les process et ça fait pas de mal. Merci beaucoup pour ton retour là-dessus. Ouais, c'est toujours intéressant de savoir et surtout votre prisme produit. Je pense que
tu l'as mentionné à plusieurs reprises, mais le fait d'investir fortement dans votre différenciation de produits est vraiment un facteur clé finalement de croissance et pas l'inverse. Parce que je pense que effectivement il y a beaucoup de sociétés qui ont entre guillemets acheté leur croissance à défaut d'avoir un produit ou un usage très, très fort. Ouais, où tu fais les deux un peu en parallèle parfois, mais nous on est obligés sur notre marché d'aller très vite sur ce sujet-là et de satisfaire très rapidement le client. Vous n'avez pas le choix finalement que de... Bah, c'était la première step. De toute manière, Ouais, tu reviens au back to basics finalement. Notre première marche, elle était très très haute. On l'a passé. Enfin, je pense que quand tu as 50 000 clients en 3 ans et que tu as réussi à convaincre des experts comptables, c'est pas des gens non plus qui prennent des décisions en 2 secondes, plusieurs milliers de cabinets. C'est qu'il y a un marché, c'est qu'on y répond. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout d'avoir ce cabinet en interne. Donc, c'est pas comme si vous étiez parti d'un produit hors sol qui est arrivé, etc. Donc, il y a eu cet investissement. Il est même pas finalement que dans le produit, et dans la manière dont les gens vont l'utiliser avant même de parler que des fonctionnalités, etc. Donc, c'est construit, c'est réfléchi, et c'est pour ça, je pense que cette colonne vertébrale elle est très forte, et que vous n'avez pas forcément finalement un énorme mix marketing à essayer de tout tester. Vous êtes plutôt rationnel parce que vous savez que le produit derrière, il va faire le taf. Voilà, et puis une stratégie d'acquisition qui est rationnelle aussi, parce qu'il y a du direct et de l'indirect de par les cabinets comptables, ce qui fait qu'on va pas être gourmand en fait en investissant en marketing. On donne un petit peu d'argent à Junto pour notre stratégie d'acquisition payant parce que ça marche. Enfin, c'est aussi ces leviers dès qu'ils sont héroïstes, pas de sujet à investir davantage. Mais ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Échange super intéressant. Je pense que ça plaira aux viewers de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Et merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous.